Une histoire émouvante de rédemption, d'amour, de passion et de nouveau départ. Une femme de ménage obsédée par son patron, un millionnaire dévasté. Et une nuit où elle l'a obligé à s'allonger à ses côtés, et lui, sous le choc, s'est figé dans le lit. Regardez cette histoire jusqu'à la fin, vous serez surprise par cette histoire. Si vous aimez les histoires d'amour, de romance, abonnez-vous à cette chaîne. Laissez votre commentaire, nous publions des vidéos comme celle-ci tous les jours. Continuons. L'ascenseur de service montait silencieusement les 40 étages de l'immeuble Mirador, coupant l'aube parisienne comme une lame à travers du velours noir. Ariane tenait le manche du balai avec une force inutile, les jointures de ses doigts blanchies contre sa peau brune. 3 heures du matin, l'heure où les riches dormaient profondément et où elle pouvait exister sans être vue. 28 ans, mais ses mains semblaient avoir vécu le double, des callosités de quelqu'un qui connaissait la texture rugueuse de la laine d'acier, de quelqu'un qui savait exactement combien de gouttes de désinfectant étaient nécessaires pour que le marbre italien brille comme un miroir. Elle était douée dans ce qu'elle faisait, invisible mais douée. La porte de l'ascenseur s'ouvrit au rez-de-chaussée avec un murmure métallique. Le hall s'étendait devant elle comme une cathédrale moderne, tout en tons de blanc et d'or, avec des lustres qui coûtaient plus qu'elle ne gagnerait en 5 ans. Ariane marchait dans les couloirs familiers, ses pas étouffés par le tapis, perçant qui couvrait le sol. Elle connaissait chaque centimètre de cet endroit, chaque tache qui apparaissait mystérieusement sur le marbre, chaque empreinte digitale qui se formait sur les miroirs, chaque feuille qui tombait des arrangements de fleurs importées. Mais c'était dans les miroirs que son âme souffrait le plus. Des dizaines d'entre eux stratégiquement positionnés pour amplifier la sensation de grandeur de l'environnement. Et dans chacun d'eux, Ariane ne voyait que des reflets vides, comme si elle était transparente, comme si sa présence était si temporaire que même la lumière ne se donnait pas la peine de refléter son image. Elle commença le nettoyage par la réception, des mouvements mécaniques presque méditatifs, vaporiser, frotter, sécher, vaporiser, frotter, sécher. Pendant qu'elle travaillait, son esprit vagabondait vers le haut, très haut jusqu'au 40e étage, le penthouse, l'appartement qui n'avait jamais besoin d'être nettoyé parce que son occupant semblait ne pas vraiment y vivre. Julien Devreux. Elle connaissait le nom parce qu'elle avait entendu les commérages chuchoter entre les concierges. Le jeune héritier des laboratoires Devereux, l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques du pays. 32 ans, veuf depuis 1 an, reclus depuis lors. Les employés de l'immeuble l'appelaient le fantôme du dernier étage parce qu'il était rarement vu, seulement entendu. Ariane termina la réception et passa au couloir du premier étage. Ici vivaient des dirigeants de multinationales, des propriétaires d'entreprises de construction, des héritiers de fortunes anciennes, des gens qui naissaient avec la vie résolue et mouraient sans jamais avoir eu à se soucier du prix du kilogramme de farine. Elle nettoyait leurs miroirs, leurs poignées de porte dorées, leur sol en marbre importé, et se demandait comment ce serait de se réveiller. Chaque matin sans le poids du monde sur les épaules. Mais c'était à Julien qu'elle pensait le plus. Peut-être parce qu'il était le seul résident qu'elle n'avait jamais vu personnellement. Seulement les traces de sa présence. Un verre à moitié plein laissé sur le comptoir de la cuisine. Des vêtements empilés sur le fauteuil de la chambre. Toujours les mêmes vêtements. Pantalon de costume sombre, chemise blanche impeccable. Comme s'il était un homme piégé dans une journée qui se répétait infiniment. Elle monta au 2e étage. Ici, les appartements étaient encore plus grands, les miroirs encore plus élaborés. Ariane travaillait en silence, perdue dans ses pensées. Il y avait quelque chose dans l'absence de Julien qui l'intriguait plus que la présence de n'importe qui d'autre. C'était comme s'il était une question sans réponse, un puzzle avec des pièces manquantes. Elle avait commencé à remarquer les détails de sa routine il y a environ 3 mois. Au début, ce n'était que de la curiosité professionnelle. Le penthouse était son dernier point de nettoyage de la nuit, et elle avait remarqué que certaines choses ne changeaient jamais de place. Le lit n'était jamais défait. Les oreillers restaient impeccablement rangés, comme s'il dormait debout, comme si le sommeil était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. 3e étage, 4e étage, 5e. Ariane montait, les étages comme on monte des marches vers le ciel, et à chaque étage, son esprit construisait plus de détails sur l'homme du 40e étage. Elle imaginait à quoi ressemblerait sa voix. Grave, probablement,
avec l'accent neutre de quelqu'un qui avait étudié dans des écoles chères et des universités à l'étranger. Elle imaginait ses mains, longues, soignées, mais avec l'attention de quelqu'un qui porte de lourdes responsabilités. C'est au 10e étage qu'elle trouva le premier indice réel sur Julien Devreux. Un magazine d'affaires oublié sur la table basse du hall social. Sur la couverture, une photo de lui. Ariane s'arrêta de travailler et s'approcha, son cœur s'accélérant sans raison apparente. Il était plus jeune qu'elle n'avait imaginé, et plus beau. Cheveux noirs coiffés en arrière, yeux verts qui semblaient de garder des secrets, un sourire contenu qui n'atteignait pas les yeux. Il portait un costume noir impeccable et tenait une coupe de champagne. La légende disait « Julien ». Devreux prend la présidence des laboratoires Devreux après une tragédie familiale. Ariane lut l'article entier, la même, debout dans le couloir. Elle découvrit qu'il avait perdu sa femme dans un accident de voiture 1 an auparavant, que depuis lors, il était devenu un reclus, n'apparaissant que lors de réunions essentielles, du conseil d'administration, que les employés de l'entreprise s'inquiétaient de son état mental, qu'il avait complètement changé après la mort d'Hélène Devreux. Hélène. L'épouse décédée avait un nom et un visage, car il y avait une photo du couple dans l'article. Une femme blonde, délicate, au sourire doux et aux yeux bienveillants. Le genre de femme qui semblait être née pour être heureuse. L'opposé, d'Ariane à tous égards. Elle remit le magazine exactement à l'endroit où elle l'avait trouvé et continua le nettoyage, mais maintenant son esprit était en révolution. Julien n'était pas seulement un riche reclus, c'était un homme brisé, par le deuil, un veuf trop jeune, quelqu'un qui avait perdu la capacité de vivre après avoir perdu celle qu'il aimait. 15e étage, 20e, 25e. À chaque étage qu'elle montait, Ariane avait l'impression de s'approcher de quelque chose d'important. Elle ne savait pas exactement quoi, mais il y avait une énergie différente dans l'air, comme avant un orage. C'est au 30e étage qu'elle vit la première anomalie dans la routine de l'immeuble. Une des fenêtres du penthouse était allumée. Normalement, l'appartement de Julien restait dans l'obscurité toute la nuit. Ariane s'arrêta au milieu du couloir et regarda vers le haut, à travers la fenêtre du hall, essayant de voir un mouvement 40 étages au-dessus. Elle ne vit rien, mais la lumière restait allumée. Il était réveillé. Pour la première fois en 3 mois d'observation silencieuse, Julien Devreux était visiblement éveillé à 4 heures du matin. Ariane termina le nettoyage du 30e étage plus rapidement que d'habitude. Son anxiété grandissait à mesure qu'elle s'approchait du penthouse. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle sentait que quelque chose était différent cette nuit-là, comme si l'univers se réorganisait d'une manière subtile. 35e étage, 37e, 39e. L'ascenseur de service montait, mais semblait prendre une éternité. Ariane regarda son reflet dans la porte métallique de l'ascenseur. Cheveux châtains attachés en une queue de cheval simple, peau fatiguée, yeux sombres qui gardèrent plus de rêves qu'ils ne le devraient. Elle n'était pas belle au sens conventionnel. Elle n'avait pas la délicatesse d'Hélène Devreux, ni l'élégance des autres femmes qui fréquentaient cet immeuble. C'était juste Ariane, la femme de ménage invisible qui nettoyait les miroirs des autres, mais ne s'y voyait jamais. 40e étage. La porte de l'ascenseur s'ouvrit directement sur le hall privé du penthouse. Ariane sortit avec précaution, comme elle le faisait toujours. L'appartement de Julien occupait tout l'étage, avec des fenêtres du sol au plafond qui offraient une vue privilégiée de Paris. Normalement, elle entrait en utilisant le code qu'elle avait mémorisé, en observant les concierges le composer, nettoyait rapidement et sortait sans laisser de traces. Mais cette nuit-là, la porte était entr'ouverte. Ariane s'arrêta à l'entrée, le cœur battant. Elle n'avait jamais trouvé la porte ouverte, toujours verrouillée, toujours protégée par le système de sécurité électronique. Elle resta immobile pendant quelques minutes, écoutant. Silence, mais un silence différent, chargé de présence. Elle poussa doucement la porte et entra. L'appartement était encore plus impressionnant qu'elle ne l'avait imaginé. Plafond, très haut, décoration minimaliste en tons de gris et blanc, meubles design qui ressemblaient à des œuvres d'art. Et dominant tout, les immenses fenêtres qui montraient à Paris étalées en dessous, comme un tapis de lumière. Ariane traversa le salon en direction de la cuisine, ses pas étouffés par le tapis.
Tout était impeccable, comme toujours. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air, une odeur subtile de café et de papier, comme si quelqu'un avait passé la nuit à lire. C'est alors qu'elle l'entendit. Un bruit faible, presque imperceptible, venant du bureau. Ariane s'arrêta, tous les muscles tendus. Elle devrait partir. Elle devrait retourner à l'ascenseur et faire semblant de n'être jamais entrée. Mais il y avait quelque chose dans ce son qui l'attirait comme un aimant. Elle marcha vers le bureau, chaque pas une décision consciente de franchir une ligne qui ne devrait pas être franchie. La porte était entr'ouverte, une bande de lumière jaune s'échappant dans le couloir. Ariane s'approcha et regarda à travers la fente. Julien Devreux était assis derrière un énorme bureau, la tête entre les mains. Il y avait des papiers éparpillés autour de lui, quelques cahiers ouverts, une tasse de café à moitié vide. Il semblait plus petit que sur la photo du magazine, plus humain. Ses cheveux étaient ébouriffés, sa chemise froissée, comme s'il avait passé toute la nuit là. Ariane l'observa en silence, hypnotisée. C'était l'homme qui occupait ses pensées depuis 3 mois, le fantôme du 40e étage. Et il était là, réel, vulnérable, complètement inconscient de sa présence. Julien leva la tête et prit un des stylos sur le bureau. Il commença à écrire ou à dessiner. Ariane ne pouvait pas bien voir. Mais il y avait quelque chose de frénétique dans ses mouvements, comme s'il essayait de capturer quelque chose qui s'échappait constamment. C'est alors qu'il s'arrêta d'écrire et regarda directement vers la porte. Ariane se figea. Pendant un moment, elle pensa qu'il l'avait vu, mais Julien se contentait de regarder la porte entr'ouverte, comme s'il attendait quelque chose, ou quelqu'un. « Je sais que vous êtes là, » dit-il, la voix basse mais claire. Ariane sentit le sang se glacer dans ses veines. Il savait. Impossible, mais il savait. « Vous pouvez entrer, » continua Julien, sans se lever de sa chaise. « Je suis éveillé depuis 3 mois, en attendant que vous ayez le courage. » Les mots frappèrent Ariane comme un coup de poing dans l'estomac. 3 mois. Exactement le temps qu'elle avait commencé à l'observer. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Elle poussa lentement la porte et entra dans le bureau. Julien la regarda sans surprise, comme s'il savait déjà exactement à quoi elle ressemblerait. Ses yeux verts parcoururent son visage, descendirent, sur sa silhouette simple, remontèrent jusqu'à rencontrer ses yeux. « Ariane Dumont, dit-il, et son nom sonnait différemment dans sa voix. 28 ans, femme de ménage de nuit depuis 2 ans, habite à Montmartre avec sa mère, célibataire, sans enfant. » La respiration d'Ariane resta coincée dans sa gorge. Comment connaissait-il son nom complet? Comment savait-il où elle habitait? Comment vous... J'observe aussi, l'interrompit Julien se levant de sa chaise. Il était grand, plus grand qu'il ne le paraissait sur les photos, et il y avait une intensité dans ses yeux qui la faisait se sentir complètement exposée. Vous pensez être invisible, mais vous ne l'êtes pas, du moins pas pour moi. Ariane fit un pas en arrière, l'instinct de fuite hurlant dans son esprit. Mais ses pieds semblaient collés au sol. « Il y a 3 mois, vous avez changé votre routine, » continua Julien, marchant lentement vers elle. « Vous avez commencé à passer plus de temps à mon étage. Vous avez commencé à ranger des choses qui étaient déjà rangées. Vous avez commencé à m'observer. Je n'ai pas. Et j'ai commencé à vous observer en retour. » Il s'arrêta à 1 mètre d'elle, assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur émanant de son corps. Assez près pour voir les fines lignes de fatigue autour de ses yeux. « Pourquoi ?» te demanda Ariane, la voix sortant plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. « Parce que vous êtes la seule personne qui entre ici et n'essaie pas de me réparer, » répondit Julien. « Vous ne laissez pas de petits mots d'encouragement. Vous n'essayez pas de réorganiser ma vie. Vous ne prétendez pas comprendre ma douleur. Vous existez simplement. » Ariane le regarda, essayant de traiter ses paroles. Pendant 3 mois, elle avait pensé qu'elle l'observait sans être remarquée. Mais il l'avait remarqué. Il avait vu chacun de ses mouvements, chaque changement subtil dans sa routine. « Vous avez dit que vous attendiez que j'aie le courage, » murmura-t-elle. « Le courage de quoi ?» Julien sourit, mais c'était un sourire triste, chargé d'ironie. « De faire exactement ce que vous venez de faire, de traverser cette porte et de me voir vraiment. » Ils restèrent silencieux pendant un long moment, s'étudiant. Ariane pouvait entendre son propre cœur battre trop fort, pouvait sentir l'adrénaline courir dans ses veines. Ce moment était un tournant, elle le savait. Après cette nuit, rien ne serait pareil.
« Puis-je voir ce que vous écriviez » demanda-t-elle, se surprenant elle-même par la question. Julien hésita un moment, puis fit un geste vers le bureau. Ariane s'approcha et regarda les papiers éparpillés. C'étaient des dessins, des dizaines de dessins faits à la main, tous d'elle. Ariane nettoyant les couloirs, Ariane dans l'ascenseur, Ariane debout à la fenêtre du 30e étage, regardant vers le haut. Elle prit l'un des dessins d'une main tremblante. Il était incroyablement détaillé, capturant non seulement son apparence, mais quelque chose de plus profond. La solitude dans ses yeux, l'élégance inconsciente de ses mouvements, la force silencieuse qu'elle portait. « Depuis combien de temps faites-vous ces dessins » demanda-t-elle, la voix presque un murmure. « Depuis la première nuit où vous avez changé votre routine, » répondit Julien. « Je reste éveillé à vous attendre passer, et ensuite je dessine ce que j'ai vu. » Ariane tourna plus de pages. Il y avait tant de dessins qu'elle en perdit le compte. Différents angles, différents moments. Elle vit à travers les caméras de sécurité de l'immeuble, elle marchant dans la rue, elle montant dans le bus. « Vous m'avez suivi » demanda-t-elle, un froid étrange se répandant dans sa poitrine. « Non » répondit rapidement Julien. « Je ne suis jamais sorti de cet appartement pour vous suivre, mais j'ai accès aux caméras de sécurité de l'immeuble, et de la rue, et de l'arrêt de bus. » La révélation aurait dû l'effrayer, aurait dû la faire courir, mais au lieu de cela, Ariane se sentit comprise. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un l'avait vraiment vue, pas seulement son apparence physique, mais son essence, la personne qu'elle était quand elle pensait que personne ne regardait. « Pourquoi moi » demanda-t-elle. Julien s'approcha d'elle, assez près pour qu'elle puisse voir les fils dorés dans ses yeux verts. « Parce que vous êtes comme moi, dit-il simplement, invisible au milieu de la foule, seul même quand vous êtes entouré. De gens, et parce que... » Il hésita comme si les mots suivants étaient difficiles à prononcer. « Parce que vous me regardez comme si j'étais encore une vraie personne. » Ariane sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Ce n'était pas de la passion, pas encore. C'était de la reconnaissance. Comme regarder dans un miroir et voir non pas son reflet, mais son âme. « Je ne devrais pas être ici, » murmura-t-elle. « Non, » acquiesça Julien, « mais vous êtes là. » Le silence entre eux s'étira, chargé de possibilités non dites. Dehors, Paris continuait sa vie nocturne, inconsciente du moment qui se déroulait au 40e étage. Ariane regarda à nouveau les dessins, assimilant toujours l'intensité de l'attention que Julien lui avait consacrée. « Depuis combien de temps ne dormez-vous pas » demanda-t-elle. « 347 jours, » répondit-il sans hésitation. La précision de la réponse la frappa comme une gifle. 347 jours, presque un an depuis la mort de sa femme. Et vous ? Quand était la dernière fois que vous vous êtes senti vraiment vu ? La question de Julien la prit au dépourvu. Ariane réfléchit, remontant des années d'invisibilité, des années à n'être qu'une employée de plus, une femme ordinaire de plus dans une ville qui avalait des gens comme elle tous les jours. « Jamais », répondit-elle honnêtement. Julien acquiesça, comme s'il connaissait déjà la réponse. « Alors peut-être que nous pouvons essayer d'être visibles ensemble, » dit-il. « Au moins ici, au moins maintenant. » Ariane le regarda, cet homme qui avait passé des mois à dessiner son âme sans qu'elle le sache, cet homme qui avait tout perdu et qui avait néanmoins trouvé en elle quelque chose qui valait la peine d'être capturé sur papier. « Je dois partir, » dit-elle finalement. « Mon service se termine dans 1 heure et ma mère... » « Je sais pour votre mère, » l'interrompit doucement Julien. « Alzheimer, stade modéré. Vous vous occupez d'elle seule. » Une fois. De plus, sa connaissance de sa vie aurait dû l'effrayer. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de parler, sans jugement, juste de la compréhension, qui la rassurait. « Comment savez-vous tant de choses sur moi ?»« Parce que j'avais besoin de comprendre pourquoi vous me fascinez tant, » répondit-il. Et plus je découvrais, plus j'étais fasciné. Ariane remit les dessins sur le bureau, mais ses mains tremblaient légèrement. Cette rencontre avait changé quelque chose de fondamental dans sa perception d'elle-même. Elle n'était plus la femme de ménage invisible. Elle était quelqu'un digne d'être observé, étudié, dessiné. « Puis-je revenir ?» demanda-t-elle, se surprenant à nouveau. « Je serai là, » répondit Julien, « toutes les nuits, à attendre. » Ariane acquiesça et se dirigea vers la porte. Elle s'arrêta sur le seuil et se retourna pour le regarder une dernière fois.
Il était retourné à son bureau et avait pris un stylo, mais ses yeux étaient fixés sur elle. « Julien ? Oui ? Merci de me voir. » Il sourit, et cette fois le sourire atteignit ses yeux. « Merci de me laisser vous voir. » Ariane sortit de l'appartement et entra dans l'ascenseur, le cœur battant encore fort. Tandis qu'elle descendait les 40 étages, elle regarda son reflet dans la porte métallique. Pour la première fois, son reflet ne semblait pas vide. Il y avait quelque chose là, une lumière qui n'existait pas avant. Quand elle arriva au rez-de-chaussée, Ariane termina le nettoyage des derniers couloirs de façon automatique, l'esprit encore dans le bureau de Julien. Sur les dessins, sur ses paroles, sur la façon dont il l'avait vue non seulement avec les yeux, mais avec quelque chose de plus profond. Elle sortit de l'immeuble à 6 heures du matin, comme toujours. Mais elle n'était plus la même personne qui était entrée 6 heures plus tôt. Quelque chose avait changé irréversiblement. Elle avait été vue. Et pour la première fois en 28 ans de vie, cela importait plus que tout le reste. 3. Jours s'écoulèrent depuis cette aube dans le bureau, et Ariane ne pouvait pas sortir les dessins de sa tête. Chaque ligne tracée par Julien semblait avoir gravé quelque chose de permanent dans son âme, comme s'il avait utilisé non pas du graphite, mais du feu. Elle continua son travail normalement, mais maintenant, il y avait une attente constante qui courait dans ses veines. Chaque nuit, quand l'ascenseur montait vers le 40e étage, son cœur s'accélérait comme si c'était la première fois. La 4e nuit, elle trouva une enveloppe glissée sous la porte du penthouse. Son nom était écrit sur le devant, avec la même écriture précise que celle des dessins. À l'intérieur, une proposition d'emploi formelle, imprimée sur du papier à en-tête des laboratoires d'Evreux. Assistante personnelle, salaire 3, fois plus élevé que l'actuel, horaire flexible, avantage complet pour elle et sa mère. Ariane lut le document 2 fois, les mains tremblant légèrement. À la fin de la page, une ligne manuscrite. « Si vous acceptez, détruisez votre contrat de travail actuel et venez me retrouver demain à 10 heures du soir. Si vous n'acceptez pas, laissez ce papier où vous l'avez trouvé et nous n'en parlerons plus jamais. Le choix vous appartient. G. » Elle resta immobile dans le couloir pendant de longues minutes, le papier lourd dans ses mains. Elle savait qu'accepter signifiait franchir une ligne définitive. Cesser d'être la femme de ménage invisible pour devenir quoi? L'assistante d'un homme qui l'observait depuis des mois, l'employée de quelqu'un qui avait capturé son âme sur papier sans permission. Mais quand elle pensa à sa mère, aux factures médicales qui s'accumulaient, aux nuits blanches à s'occuper d'une femme qui chaque jour oubliait un peu plus qui elle était, la décision devint simple. Ariane plia le papier, le mit dans son sac et continua le nettoyage. Le lendemain matin, elle se rendit au département des ressources humaines de l'entreprise de nettoyage et démissionna. Le superviseur la regarda avec surprise. Elle était l'une des employées les plus fiables qu'ils avaient, mais ne posa pas de questions. Ariane inventa une histoire sur une meilleure opportunité dans une autre ville. Mentir était devenu étonnamment facile depuis qu'elle avait rencontré Julien. Elle rentra chez elle et trouva sa mère assise dans la cuisine, regardant par la fenêtre avec une expression perdue. Alzheimer était un mot trop cruel pour décrire ce qui arrivait à Marianne. C'était comme si quelqu'un effaçait lentement sa mère, un souvenir à la fois. « Maman, j'ai trouvé un meilleur emploi », annonça Ariane, s'asseyant à côté d'elle. Marianne tourna son visage et la regarda avec une curiosité enfantine. « Qui êtes-vous, ma chérie ?» La question frappa Ariane comme toujours, comme un poignard directement dans le cœur, mais elle sourit et prit la main de sa mère. « C'est Ariane, ta fille, et je vais mieux prendre soin de toi maintenant. » Marianne acquiesça, semblant comprendre pendant quelques secondes, avant de retourner à sa contemplation par la fenêtre. À 10 heures du soir, Ariane était de retour à l'immeuble Mirador, mais cette fois, elle n'utilisa pas l'ascenseur de service. Le concierge de la réception la salua avec surprise et consulta une liste avant d'autoriser son entrée dans l'ascenseur principal. Quand les portes s'ouvrirent au 40e étage, Julien l'attendait. Il portait un jean foncé et une chemise grise à manches longues, des vêtements simples qui le faisaient paraître plus jeune, plus accessible. Mais ses yeux conservaient cette intensité qui lui coupait le souffle. « Vous êtes venu », dit-il comme s'il n'était pas sûr qu'elle se présenterait. « Je suis venu », confirma Ariane, ne croyant toujours pas complètement qu'elle était là.
Entrez. J'ai besoin de vous montrer certaines choses. » L'appartement était différent de la dernière fois. Il y avait des papiers éparpillés sur la table à manger, un ordinateur portable ouvert, des piles de dossiers organisés. Il semblait que Julien avait transformé la salle à manger en un bureau, improvisé. « Qu'est-ce que tout cela ?» demanda Ariane. « Votre nouvelle fonction, » répondit-il, lui faisant signe de s'asseoir. « Officiellement, vous serez mon assistante personnelle. Vous organiserez mon agenda, répondrez aux appels téléphoniques, vous occuperez du courrier, des choses que n'importe quelle assistante ferait. » Et officieusement, Julien s'assit en face d'elle, les yeux fixés sur les siens. « Officieusement, vous allez m'aider à découvrir la vérité sur la mort de ma femme. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, comme une lourde confession. Ariane sentit un froid étrange parcourir son échine. « Je pensais que c'était un accident de voiture. »« C'est ce que tout le monde a pensé, » dit Julien, la voix basse. Hélène revenait du laboratoire. Il était presque minuit, il pleuvait. La voiture a dérapé sur le périphérique et a heurté la glissière de sécurité. Elle est morte sur le coup. Alors c'était bien un accident. Peut-être. Ou peut-être que quelqu'un l'a fait paraître comme un accident. Ariane l'étudia, essayant de lire son expression. Il y avait quelque chose de plus que de la douleur. Dans ses yeux, il y avait de la méfiance, peut-être de la paranoïa. « Pourquoi pensez-vous cela ?» Julien se leva et marcha jusqu'à la table où se trouvèrent les papiers. Il prit un dossier et revint près d'elle. Hélène était biochimiste. Elle travaillait au développement de nouveaux médicaments pour le laboratoire. Ces derniers, mois avant sa mort, elle était impliquée dans un projet spécial, ultra secret. Même moi, je ne savais pas exactement de quoi il s'agissait. Il ouvrit le dossier et montra quelques documents à Ariane. Des rapports techniques, des graphiques, des notes manuscrites. 3 jours avant l'accident, Hélène m'a dit qu'elle avait découvert quelque chose d'important, quelque chose qui changerait tout. Elle était agitée, anxieuse. Elle a dit qu'elle avait besoin de quelques jours de plus pour confirmer ses résultats. Et qu'a-t-elle découvert? Je ne sais pas. Tous les fichiers du projet ont disparu après sa mort. Le laboratoire a dit que c'était une erreur du système, que les sauvegardes étaient corrompues. Mais Hélène était méticuleuse. Elle gardait toujours des copies physiques de tout. Ariane feuilleta les documents, essayant de comprendre le langage technique. La plupart dépassaient sa compréhension, mais elle pouvait percevoir qu'il s'agissait de quelque chose lié à des médicaments pour les maladies neurologiques. « Vous pensez que quelqu'un a tué votre femme à cause de ce projet? » « Je pense qu'Hélène a découvert quelque chose que quelqu'un ne voulait pas qu'elle découvre, » répondit Julien. « Et je pense que cette personne est encore là. » Ariane le regarda, commençant à comprendre l'ampleur de ce qu'il proposait. « Et vous, voulez que je vous aide à enquêter là-dessus? Vous serez mon assistante officielle. Vous aurez accès à des fichiers, des réunions, des conversations. Les gens parlent plus librement devant des assistants. Ils ne font pas attention. Vous serez à nouveau invisible. Mais cette fois pour une bonne raison. » L'ironie n'échappa pas à Ariane. Il voulait utiliser exactement ce qu'elle détestait le plus en elle-même, son invisibilité, comme un outil. Et si nous découvrons quelque chose, s'il y a vraiment quelqu'un responsable de sa mort? Alors nous ferons justice, dit Julien, et il y avait quelque chose de froid dans sa voix qui fit frissonner Ariane. Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes. Ariane relut certains des documents traitant la proposition. Ce n'était pas seulement un emploi qu'il offrait. C'était une conspiration, une chasse, une façon de donner un sens à sa propre douleur en la transformant en quelque chose de productif. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle finalement. « Pourquoi ne pas engager un détective privé, quelqu'un avec de l'expérience ?» Julien s'approcha d'elle, assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur de son corps. « Parce que vous me voyez, » dit-il simplement, « et parce que j'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai complètement confiance. »« Vous me faites confiance? Vous me connaissez ?»« À peine. Je vous ai observé pendant 3 mois. Je sais comment vous travaillez, comment vous traitez les gens, comment vous prenez soin de votre mère. Je sais que vous êtes intègre d'une manière que la plupart des gens ne sont pas. » Les mots de Julien touchèrent quelque chose de profond en Ariane. Personne n'avait jamais parlé de son intégrité. Personne n'avait jamais remarqué la façon dont elle prenait soin de sa mère, ou l'attention avec laquelle
Elle traitait même le travail le plus simple. « J'accepte, » dit-elle, se surprenant elle-même par la rapidité de la décision. « Vous, êtes sûr? Cela pourrait être dangereux. »« Ma vie entière a été dangereuse, » répondit Ariane. « Au moins maintenant, ce sera dangereux pour une raison. » Julien sourit, et à nouveau ce fut un sourire qui atteignit ses « Que Sinant, alors bienvenue au laboratoire d'Evreux, Ariane Dumont. » Dans les jours qui suivirent, Ariane plongea dans une routine complètement nouvelle. Elle arrivait au laboratoire à 8 heures du matin et restait jusqu'à la fin de l'après-midi, organisant l'agenda de Julien, répondant aux appels, participant à des réunions. C'était étrange d'être dans un environnement d'entreprise après des années à nettoyer des bureaux vides, mais elle s'adapta rapidement. Le laboratoire était impressionnant. 5 étages de recherche de pointe, des laboratoires équipés, des technologies les plus récentes, des équipes de scientifiques travaillant sur des projets qui pourraient changer la médecine mondiale. Et au centre de tout cela, Julien, dirigeant l'empire qu'il avait hérité avec un mélange de compétences naturelles et de désintérêt émotionnel. Ariane comprit rapidement qu'il était respecté, mais pas aimé. Les employés lui parlaient, formellement, gardèrent leur distance. C'était comme si la mort d'Hélène avait créé une barrière invisible autour de lui. Pendant les réunions, Ariane prenait des notes et observait les dynamiques. Il y avait des tensions subtiles, des regards échangés, des commentaires biaisés. Le laboratoire n'était pas seulement un lieu de travail. C'était un champ de mine politique où chaque découverte pouvait valoir des millions et chaque chercheur gardait ses secrets avec soin. Ce fut lors de la 2e semaine qu'elle trouva le premier indice réel. Elle organisait les fichiers du bureau de Julien quand elle découvrit un tiroir verrouillé dans son bureau. Quand elle lui demanda à ce sujet, il hésita avant de répondre. Ce sont des affaires personnelles d'Hélène, des documents qu'elle gardait ici. Puis-je voir? Julien prit une petite clé sur son trousseau et ouvrit le tiroir. À l'intérieur, il y avait des cahiers, des photos, quelques objets personnels. Ariane prit l'un des cahiers et commença à le feuilleter. Les notes d'Hélène étaient précises, organisées. Mais à mesure qu'Ariane avançait dans les pages, les notes devenaient plus erratiques, plus urgentes. Dans les dernières entrées, l'écriture était presque illisible, comme si elle avait écrit à la hâte ou sous stress. « Regardez ça », Ariane montra une page à Julien. Elle a écrit RK47 plusieurs fois, et ici en dessous, ils ne peuvent pas savoir, pas encore. Julien fronça les sourcils. RK47 doit être le code du projet. Mais que voulait-elle dire par « ils ne peuvent pas savoir » Ariane continua. À feuilleter. Quelques pages plus loin, elle trouva quelque chose qui glaça son sang. « Julien » appela-t-elle, la voix tendue. « Regardez ici. » Sur la page, il y avait un dessin, grossier, fait à la hâte, mais reconnaissable. C'était le visage d'une femme, une femme qui ressemblait beaucoup à Ariane. Julien prit le cahier de ses mains, étudiant le dessin. « C'est impossible, » murmura-t-il. « Hélène est morte il y a plus d'1 an. Je ne vous ai rencontré qu'il y a 2 semaines. » Mais Ariane regardait la date dans le coin de la page. Le dessin avait été fait 3 mois avant la mort d'Hélène, 4 mois avant qu'elle ne commence à travailler dans l'immeuble de Julien. « Comment savait-elle à quoi je ressemblais ?» demanda. Ariane, la voix presque un murmure. Julien tourna rapidement plus de pages. Il y avait d'autres dessins, tous d'elle. Ariane marchant dans une rue qu'elle reconnut comme étant près de chez elle. Ariane à l'arrêt de bus. Ariane entrant dans un supermarché. « Hélène m'a suivi », dit Ariane, une réalisation froide se répandant dans sa poitrine. Elle savait qui j'étais avant de mourir. « Mais pourquoi ?» Julien était visiblement perturbé. « Pourquoi Hélène vous dessinerait-elle? Comment vous connaissait-elle » Ariane reprit le cahier et étudia les dessins plus attentivement. Il y avait quelque chose de familier en eux, quelque chose qui touchait un souvenir lointain. « Julien », dit-elle lentement, « avez-vous d'anciennes photos de vous? De quand vous étiez enfant ?» Il la regarda sans comprendre, mais se dirigea vers une armoire et sortit un album photo. Il commença à le feuilleter, montrant des images de son enfance, son adolescence, sa jeunesse. Ariane s'arrêta sur une photo spécifique. Julien à 16 ans, lors d'un événement caritatif. À l'arrière-plan, une foule de personnes. Et, dans le coin de la photo presque hors cadre,
une fille aux cheveux noirs. « C'est moi », dit Ariane, pointant la figure lointaine. « Je devais avoir environ 15 ans. Ma mère m'a emmené à cet événement parce qu'il distribuait de la nourriture gratuitement. » Julien regarda la photo, puis elle, puis les dessins d'Hélène. « Hélène a dû voir cette photo, » dit-il. « Mais pourquoi cela aurait-il été important pour elle ?»« Je ne sais pas, » admit Ariane, « mais clairement c'était assez important pour qu'elle me suive et me dessine. » Ils passèrent le reste de l'après-midi à analyser les cahiers d'Hélène, cherchant plus d'indices. Ils trouvèrent des références à des rencontres secrètes, à des pressions de supérieurs, à des découvertes qui changeraient tout. Mais rien qui n'expliquait le lien avec Ariane. C'est quand il commençait à faire sombre que Julien trouva quelque chose. « Ici, dit-il, pointant une note à la fin du dernier cahier. Hélène a écrit « AD est la clé, elle ne le sait pas, mais elle est la clé de tout. »« AD, répéta Ariane. Ariane Dumont. Elle connaissait votre nom complet, dit Julien, la voix tendue. Elle savait qui vous étiez et croyait que vous étiez importante pour quelque chose. Ariane eut l'impression que le sol bougeait sous ses pieds. Pendant des semaines, elle avait pensé que sa connexion avec Julien était une coïncidence, le destin peut-être. Maintenant, elle découvrait que sa présence dans sa vie avait été prévue, planifiée par une femme morte. « Je dois rentrer chez moi, dit-elle brusquement. Je dois réfléchir à tout cela. »« Ariane, attendez. » Mais elle se levait déjà, prenant son sac. La découverte avait ébranlé quelque chose de fondamental dans sa perception de la réalité. Qui était-elle vraiment? Et quel rôle Hélène avait-elle prévu qu'elle joue? « Nous continuerons demain, » dit-elle, se dirigeant vers la porte. « Ariane. » Elle s'arrêta sur le seuil et se retourna. Julien était debout à côté du bureau, une expression vulnérable sur son visage. « Quelle que soit la vérité, cela ne change pas ce que je ressens pour vous. » Les mots la frappèrent comme la foudre. C'était la première fois qu'il mentionnait des sentiments, la première fois qu'il mettait en mots ce qui avait grandi entre eux. « Julien. Je sais que c'est compliqué. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Mais ce qui existe entre nous, c'est réel. » Ariane le regarda. Cet homme qui était entré dans sa vie comme un ouragan, changeant tout. Elle voulait le croire, voulait croire, que ses sentiments étaient réels, et non pas une partie d'un plan élaboré par une femme morte. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement. « Vous avez tout le temps dont vous avez besoin. » Ariane quitta le laboratoire, l'esprit en ébullition. Pendant le trajet de retour chez elle, elle essaya de traiter tout ce qu'elle avait découvert. Hélène l'avait observé, avait prévu son rôle dans la vie de Julien. Mais qu'est-ce que cela signifiait? Et pourquoi Hélène pensait-elle qu'elle était la clé? Quand elle arriva chez elle, elle trouva sa mère regardant la télévision. Marianne la regarda avec un sourire vague. « Bonjour, ma chérie. Où travailles-tu déjà ?»« Dans un laboratoire, maman, avec des médicaments. »« C'est bien. Les médicaments sont importants. » Ariane prépara le dîner en silence, perdue dans ses pensées. Puis elle aida sa mère à prendre un bain et à se préparer pour dormir. C'était seulement quand elle s'occupait de Marianne qu'elle pouvait oublier temporairement ses propres préoccupations. Plus tard, seule dans sa chambre, Ariane prit une vieille boîte qu'elle gardait sous son lit. À l'intérieur, il y avait des photos, des documents, des souvenirs de son enfance. Elle chercha jusqu'à trouver ce qu'elle cherchait, d'anciennes photos d'elle-même. Elle les compara aux dessins qu'Hélène avait faits. La ressemblance était indéniable. Hélène l'avait observée avec suffisamment d'attention pour capturer non seulement son apparence, mais ses expressions, ses gestes. Ariane s'allongea sur le lit, mais le sommeil ne vint pas. Son esprit était rempli de questions sans réponse. Qui était vraiment Hélène? Qu'avait-elle découvert sur le projet RK-47? Et quel était le rôle qu'Ariane devait jouer dans tout cela? Le lendemain matin, elle arriva au laboratoire, déterminée à trouver des réponses. Julien l'accueillit avec un café et un sourire prudent. « Avez-vous bien dormi ?»« Non, » répondit-elle honnêtement, « mais je suis prête à continuer. » Ils passèrent la matinée à revoir plus de documents, cherchant des indices sur le projet RK-47. Ariane utilisa son accès aux archives pour chercher toute référence au code. C'est dans les dossiers médicaux qu'elle trouva quelque chose d'intéressant. « Julien, regardez ça », appela-t-elle, pointant l'écran de l'ordinateur. « RK-47 apparaît ici comme un médicament expérimental pour l'Alzheimer. » Julien s'approcha et lut par-dessus son épaule.
Développement suspendu en raison d'effets secondaires graves, lut-il à haute voix. Essai clinique interrompu. Mais, regardez la date, Ariane pointa. Les tests ont été suspendus après la mort d'Hélène. Elle travaillait sur un médicament contre l'Alzheimer, murmura Julien, et elle pensait que vous étiez la clé. La connexion frappa Ariane comme un choc électrique, sa mère. Marianne avait l'Alzheimer. Elle savait pour ma mère, dit Ariane, la voix presque un murmure. D'une manière ou d'une autre, Hélène savait que ma mère avait l'Alzheimer. Julien la regarda avec une expression intense. Et si Hélène ne développait pas simplement un médicament générique, et si elle développait quelque chose de spécifique? Spécifique pourquoi? Pour le type d'Alzheimer de votre mère, pour la génétique de votre famille. La possibilité était à la fois effrayante et fascinante. Ariane pensa à la précision des dessins d'Hélène, à l'attention aux détails, à la façon dont elle avait écrit « AD est la clé ». « Nous avons besoin de plus d'informations, dit-elle. Nous devons découvrir exactement ce qu'Hélène faisait. Je sais comment obtenir cela, dit Julien, mais vous n'allez pas aimer. Qu'avez-vous en tête? Hélène avait un laboratoire privé à la maison. J'ai tout verrouillé après sa mort. Je n'ai jamais eu le courage d'y toucher. Mais s'il y a des réponses, elles sont là. L'idée d'entrer dans le laboratoire personnel d'Hélène, de toucher aux choses intimes d'une femme morte, faisait qu'Ariane se sentait comme une intruse. Mais le besoin de comprendre était plus grand que l'inconfort. Quand? Ce soir, après que tout le monde soit parti. Le reste de la journée passa lentement. Ariane essaya de se concentrer sur le travail, mais son esprit revenait constamment à ce qu'il découvrirait dans le laboratoire d'Hélène. Y aurait-il vraiment quelque chose là-bas qui expliquerait sa connexion avec tout cela, ou juste plus de mystère? À 8 heures du soir, quand le laboratoire était vide, Julien l'emmena au sous-sol du bâtiment. Il y avait une zone restreinte, accessible uniquement avec une carte spéciale. Le laboratoire personnel d'Hélène se trouvait au bout d'un couloir mal éclairé. Julien hésita devant la porte. « Personne n'est entré ici depuis sa mort, dit-il. Pas même moi. Voulez-vous que j'entre en premier ?» Il acquiesça, passant la carte dans la serrure électronique. La porte s'ouvrit avec un léger clic. Le laboratoire était exactement comme Hélène l'avait laissé. Équipement de recherche, microscope, des centaines de flacons contenant différentes substances. Et éparpillés partout, plus de cahiers, plus de notes, plus de dessins. Ariane traversa l'espace, touchant les objets avec révérence. Il y avait quelque chose d'intime ici, comme si elle envahissait non seulement un laboratoire, mais l'âme d'une femme. C'est sur une table dans un coin qu'elle le trouva. Un épais dossier avec son nom écrit sur la couverture. Ariane Dumont, projet RK-47, phase expérimentale. Ariane ouvrit le dossier d'une main tremblante. À l'intérieur, il y avait des photos d'elle, des copies de documents médicaux, l'historique génétique de sa famille, et un rapport détaillé sur l'Alzheimer de sa mère. « Julien », appela-t-elle, la voix sortant plus faible qu'elle ne le voulait. « Vous devez voir ça. » Il s'approcha et regarda par-dessus son épaule pendant qu'elle lisait. Hélène avait étudié le cas spécifique de Marianne. Elle avait cartographié sa génétique, analysé la progression de la maladie comparée avec d'autres cas, et elle avait développé un médicament expérimental spécifiquement pour ce type d'Alzheimer. Elle voulait tester le médicament sur « Votre mère » dit Julien lisant l'une des notes. « Non » corrigea Ariane pointant une ligne spécifique. Elle voulait le tester sur moi. La phrase était soulignée plusieurs fois. AD porte les marqueurs génétiques nécessaires. Serait le test idéal pour l'efficacité préventive du RK-47. Préventive, répéta Julien. Elle ne voulait pas guérir l'Alzheimer de votre mère. Elle voulait vous empêcher de développer la maladie. Ariane eut l'impression que le monde s'était arrêté. Hélène avait découvert qu'elle avait une prédisposition génétique à développer l'Alzheimer. Et elle avait créé un médicament pour prévenir cela. Pourquoi ferait-elle cela pour moi? Demanda Ariane. Elle ne me connaissait même pas. Julien tourna plus de pages du dossier. À la dernière feuille, il trouva la réponse. Une vieille photo en noir et blanc. 2 filles d'environ 10 ans jouant dans un parc. L'une était clairement Hélène. L'autre, c'est vous, dit Julien regardant de la photo à Ariane. Vous vous connaissiez quand vous étiez enfant. Ariane étudia la photo, cherchant dans sa mémoire. Et puis, comme un flash, le souvenir revint. Hélène, la fille riche qui apparaissait parfois dans le parc public près de chez elle.
Elles avaient joué ensemble quelquefois pendant un été. Hélène toujours amenée par sa nounou, elle toujours seule parce que sa mère travaillait. « Je me souviens d'elle, » murmura Ariane. « Elle était gentille avec moi. Elle me donnait des bonbons, partageait ses jouets. Et elle s'est souvenue de vous, dit Julien. Toutes ces années plus tard, elle s'est souvenue. » Ariane continua à feuilleter le dossier. Il y avait plus de notes, plus de détails sur le développement du médicament. Et puis, dans les dernières pages, quelque chose qui glaça son sang. « Julien, regardez ça. Hélène a écrit que quelqu'un essayait de saboter la recherche, qu'il y avait une pression pour suspendre le projet. De qui? Elle ne le dit pas, mais ici elle écrit « J doit savoir la vérité sur moi et sur A. Si quelque chose m'arrive, il doit continuer le travail. » Julien prit le dossier des mains d'Ariane, lisant les dernières notes d'Hélène. « Elle savait qu'elle était en danger, dit-il, et elle voulait que je vous trouve. Elle a tout orchestré, » réalisa Ariane. « Mon travail dans l'immeuble, notre proximité, tout. Elle savait que si quelque chose lui arrivait, vous me trouveriez. Mais comment a-t-elle fait pour que vous soyez engagé pour travailler dans l'immeuble ?» Ariane réfléchit un moment, essayant de se rappeler les détails de son embauche 2 ans plus tôt. « Le poste est apparu de nulle part, » dit-elle lentement. « La femme qui m'a interviewé a dit que mon profil était exactement ce qu'il recherchait. À l'époque, j'ai trouvé ça étrange, parce que je n'avais pas beaucoup d'expérience. Hélène a utilisé son influence pour que vous soyez engagé, » conclut Julien. Elle a tout planifié. Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes, traitant l'ampleur de la découverte. Hélène avait manipulé leur vie même avant. De mourir créant un plan élaboré pour qu'ils se rencontrent. « Je suis confuse, » admit Ariane. « Ce que je ressens pour vous est-il réel ou fait-il partie de son plan ?» Julien s'approcha d'elle, prenant ses mains. « Que ressentez-vous quand ?»« Vous me regardez comme si je vous connaissais depuis des années, » répondit-elle honnêtement. « Comme si vous étiez la partie qui manquait. Et vous pensez que cela peut être fabriqué, manipulé ?» Ariane le regarda dans les yeux, se perdant dans le vert profond qui l'avait fasciné depuis leur première rencontre. « Je ne sais plus ce qui est réel. » Julien se pencha vers elle, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre. « Ceci est réel, » murmura-t-il, et il l'embrassa. Le baiser fut doux au début, hésitant, comme s'il demandait la permission. Mais quand Ariane répondit, entrelaçant ses doigts dans ses cheveux, le baiser s'approfondit, portant des mois de tension accumulée. Ariane se perdit dans la sensation, dans son goût, dans la chaleur de ses mains. Pendant un moment, toutes les questions sur Hélène et les plans et les manipulations disparurent. Il n'y avait que ce moment, cette connexion. Mais ensuite, la réalité revint comme un seau d'eau froide. Ariane s'écarta brusquement, la respiration irrégulière. « Je ne peux pas, » dit-elle, reculant d'un pas. « Pas comme ça, pas ici. » Ariane. « Cet endroit, ces découvertes, tout cela, c'est à elle. » Ariane fit un geste vers le laboratoire autour d'eux. « C'est comme si elle était ici, contrôlant tout. » Julien baissa les mains, respectant son espace. « Vous avez raison. Je suis désolé. Ce n'est pas que je ne veux pas, » s'empressa-t-elle de clarifier. « C'est que j'ai besoin de savoir où se termine son plan et où commencent mes vrais sentiments. Et comment allons-nous découvrir cela ?» Ariane regarda autour du laboratoire, toutes les traces de la présence d'Hélène. « Nous devons découvrir qui l'a tuée. Nous devons comprendre complètement ce qui s'est passé. Seulement alors je pourrai séparer ce qui est manipulation de ce qui est réel. » Julien acquiesça, comprenant. « Alors nous allons découvrir la vérité, toute la vérité. » Ils passèrent 1 heure de plus dans le laboratoire, collectant des preuves, photographiant des documents. Quand ils sortirent de finalement, Ariane avait l'impression d'avoir franchi un autre seuil. Elle n'était plus simplement une assistante aidant son patron à enquêter sur une mort suspecte. Elle était une pièce centrale dans un puzzle qui avait commencé bien avant sa naissance. Dans l'ascenseur, remontant vers le rez-de-chaussée, Julien rompit le silence. « Indépendamment de ce que nous découvrirons sur Hélène, il y a une chose que je sais avec certitude. » « Quoi ? » « Je ne suis pas amoureux de vous à cause d'un plan qu'elle a conçu. Je suis amoureux parce que vous êtes extraordinaire. » La confession resta suspendue entre eux, honnête et vulnérable. Ariane voulait le croire, voulait croire que ses sentiments étaient authentiques, mais il y avait encore trop de questions sans réponse.
Julien, Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au rez-de-chaussée, interrompant ce qu'elle allait dire. De l'autre côté, un homme en costume sombre les attendait, grand, plus âgé, avec des yeux froids qui semblèrent capturer chaque détail. « Monsieur Devreux, » dit l'homme, la voix formelle, « nous devons parler. » Julien se raidit à côté d'Ariane. « Docteur Mercier, » répondit-il, la voix prudente. « Qu'est-ce qui vous amène ici si tard ?»« Des affaires urgentes, » répondit l'homme, ses yeux se déplaçant vers Ariane. « Privé. Tout ce que vous avez à dire peut être dit devant mon assistante. » Docteur Mercier sourit, mais ce n'était pas un sourire agréable. « Je crains que non, monsieur Devreux. C'est à propos de votre défunte épouse et à propos de certaines activités nocturnes qui ont attiré l'attention. » Ariane sentit un frisson parcourir son échine. D'une manière ou d'une autre, quelqu'un savait qu'ils enquêtaient. Et maintenant, il était clair qu'il n'était pas seul dans cette chasse. Le silence dans le hall du laboratoire était si dense qu'Ariane pouvait entendre son propre cœur battre. Docteur Mercier restait immobile devant eux, ses traits anguleux éclairés par les lumières froides du couloir. Il y avait quelque chose de prédateur dans ses yeux, comme s'il était un chasseur qui avait finalement acculé sa proie. « Mademoiselle Dumont, n'est-ce pas ?» dit-il, tendant la main à Ariane. « Docteur Richard Mercier, directeur scientifique, des laboratoires Devereux. » Ariane hésita avant de serrer sa main. La poignée était trop ferme, trop longue, comme s'il marquait son territoire. « Enchanté, » répondit-elle, essayant de garder la voix ferme. « Tout le plaisir est pour moi. Hélène m'a beaucoup parlé de vous. » Les mots tombèrent comme une bombe entre eux. Julien se raidit visiblement, et Ariane eut l'impression que le sol bougeait sous ses pieds. « Hélène ne vous a jamais mentionné à moi, » dit Julien, la voix contrôlée mais tendue. « Il y a beaucoup de choses qu'Hélène ne vous a pas mentionnées, mon cher Julien, » répondit docteur Mercier avec un sourire froid. « Par exemple, qu'elle travaillait pour moi au cours des derniers mois de sa vie. C'est impossible. Hélène me rendait directement des comptes. Officiellement, oui, mais certains projets nécessitent une discrétion absolue. » Docteur Mercier leur fit signe de le suivre. « Parlons dans un endroit plus privé. Je suis sûr que vous avez beaucoup de questions. » Ariane échangea un regard rapide avec Julien. Tous ses instincts lui criaient de ne pas suivre cet homme, mais ils avaient besoin de réponses, et docteur Mercier avait clairement des informations qu'il ne possédait pas. « Mon bureau est au dernier étage, » continua docteur Mercier, se dirigeant vers l'ascenseur principal. « Je crois que ce sera plus approprié pour notre conversation. » Pendant la montée, le silence ne fut rompu que par le bourdonnement de l'ascenseur. Ariane pouvait sentir la tension émanant de Julien à ses côtés. Docteur Mercier, en revanche, semblait complètement détendu, comme s'il avait le contrôle total de la situation. Le bureau de docteur Mercier occupait la moitié du dernier étage du laboratoire. Les murs étaient tapissés d'étagères avec des livres médicaux et scientifiques, des diplômes encadrés et des photos avec des personnalités importantes. Un bureau énorme dominait le centre de la pièce, avec des fauteuils en cuir disposés stratégiquement autour. « S'il vous plaît, asseyez-vous, » dit-il, faisant un geste vers les fauteuils. « Puis-je vous offrir quelque chose à boire? Café? Eau? » « Allez droit au but, » dit Julien, refusant de s'asseoir. « Que savez-vous sur Hélène ?» Docteur Mercier s'installa derrière son bureau, les doigts entrelacés. « Hélène Devreux était l'un des esprits les plus brillants que j'ai jamais rencontrés, » commença-t-il. « Elle était aussi l'un des plus dangereux. »« Comment ça, dangereux ?» demanda Ariane, s'asseyant finalement. Elle avait une obsession malsaine pour certains aspects de sa recherche, le projet RK-47 par exemple. Docteur Mercier ouvrit un tiroir et sortit un dossier épais. « Je suppose que vous avez déjà trouvé des références à ce projet. » Julien resta debout, les muscles tendus. « Nous savons que c'était un médicament expérimental pour l'Alzheimer. » « C'était bien plus que cela, » corrigea docteur Mercier. « C'était une tentative d'Hélène de réécrire la génétique humaine, d'éradiquer non seulement l'Alzheimer, mais toute une catégorie de maladies neurologiques. » Il ouvrit le dossier et répandit quelques documents sur le bureau. Ariane reconnut certains des rapports qu'elle avait vus dans le laboratoire personnel d'Hélène. « Le problème, » continua docteur Mercier, « c'est qu'Hélène s'était personnellement impliquée dans l'un des cas tests. Elle ne pensait plus comme une scientifique, mais comme une femme obsédée. »
Obsédé par quoi? Demanda Julien, bien qu'Ariane eût le sentiment qu'il connaissait déjà la réponse. Par mademoiselle Dumont, bien sûr. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une accusation. Ariane sentit le sang quitter son visage. Je ne comprends pas. Hélène vous avait identifié comme le sujet de test parfait pour le RK47, expliqua calmement Dr Mercier. Votre prédisposition génétique, vos antécédents familiaux, tout s'alignait parfaitement avec les paramètres de la recherche. Mais à un certain moment, sa motivation scientifique s'est transformée en quelque chose de personnel. Dr Mercier tourna l'une des pages et pointa une note manuscrite. Hélène a écrit ici « Je ne peux pas laisser arriver à A ce qui est arrivé à ma mère. » Elle projetait sa propre histoire familiale sur vous, mademoiselle. Dumont. La mère d'Hélène est morte d'Alzheimer, dit lentement Julien, les pièces s'assemblant. Hélène n'était qu'une enfant quand c'est arrivé. Exactement. Et quand elle vous a retrouvé, Dr Mercier fit un geste vers Ariane, elle a vu une opportunité de sauver quelqu'un, de souffrir du même destin. Le problème est qu'elle a commencé à prendre des décisions qui compromettaient toute la recherche. Ariane se sentit nauséeuse. L'idée qu'Hélène avait manipulé sa vie à cause de ses propres traumatismes non résolus était troublante. « Quel genre de décision ?» demanda-t-elle. Hélène a commencé à développer le médicament spécifiquement pour votre génétique, ignorant tous les autres cas tests. Elle a détourné des ressources, falsifié des rapports, menti au conseil d'administration sur l'avancement de la recherche. Dr Mercier se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Quand j'ai découvert ce qu'elle faisait, j'ai essayé d'intervenir. Mais Hélène était devenue instable. Elle a menacé d'exposer certains aspects moins éthiques de nos autres projets si j'essayais d'arrêter le RK47. Quels aspects moins éthiques? Demanda Julien, la voix dangereusement basse. Dr Mercier se tourna vers eux, un sourire cynique sur le visage. Croyez-vous vraiment que les laboratoires d'Evreux sont devenus l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques du pays uniquement grâce à des recherches éthiques, Julien? Votre père était un homme pragmatique. Parfois, le progrès scientifique requiert une flexibilité morale. De quoi parlez-vous? Des tests sur des populations vulnérables, des médicaments libérés avant que les tests de sécurité soient complets, la suppression de résultats négatifs qui pourraient affecter les ventes. Dr Mercier retourna à son fauteuil. Hélène avait la documentation de tout cela, et elle a menacé de tout rendre public si j'interférais avec son précieux projet RK47. Ariane avait l'impression d'être dans des montagnes russes émotionnelles. Chaque révélation changeait complètement sa compréhension de la situation. « Alors, vous l'avez tué ?» demanda-t-elle directement. Dr Mercier rit un son sans humour. « Je n'ai pas eu besoin de la tuer, mademoiselle Dumont. Hélène s'est tuée elle-même. »« Comment ça ?» Julien s'approcha du bureau, les mains appuyées sur la surface. Hélène testait le RK47 sur elle-même, révéla Dr Mercier. Des doses expérimentales qu'elle avait développées spécifiquement pour votre génétique à toutes les deux. Le problème est qu'elle n'avait pas la même prédisposition génétique que vous, mademoiselle Dumont. Ariane eut l'impression qu'elle allait vomir. Elle prenait le médicament pendant des semaines et elle avait des réactions indésirables sévères. Hallucinations, paranoïa, perte de coordination motrice. Dr Mercier feuilleta quelques papiers. La nuit où elle est morte, Hélène avait pris une dose particulièrement élevée. Ses capacités étaient complètement compromises quand elle a quitté le laboratoire. « Vous dites que l'accident a été causé par le médicament ?» demanda Julien, la voix tendue. « Je dis qu'Hélène était dans un état mental altéré quand elle a décidé de conduire cette nuit-là. L'accident était une conséquence inévitable de ses propres choix imprudents. » Ariane se leva brusquement, marchant jusqu'à la fenêtre. Elle avait besoin d'air, d'espace, de temps pour traiter tout ce qu'elle entendait. « Pourquoi nous racontez-vous cela maintenant ?» demanda-t-elle sans se retourner. « Parce que vous avez fouillé dans des choses qui auraient dû rester enterrées. »« Avec Hélène, répondit Dr Mercier, et parce que j'ai besoin d'être sûr que vous comprenez les conséquences de poursuivre cette enquête. » Julien s'approcha d'Ariane, s'arrêtant à ses côtés près de la fenêtre. « Quelles conséquences ?» Oh, Hélène a documenté beaucoup de choses, Julien, y compris sa propre détérioration mentale au cours des dernières semaines. Si ces informations devenaient publiques,
Elle ne détruirait pas seulement la réputation des laboratoires d'œuvre, mais pourrait vous impliquer comme complice dans ces activités. Complice comment? Vous étiez marié avec elle. Vous étiez son superviseur direct. Un procureur ambitieux pourrait affirmer que vous saviez ce qu'elle faisait et avez choisi de ne pas intervenir. Ariane se retourna pour regarder Dr Mercier. Vous, nous menacez? J'offre une protection, corrigea-t-il, pour vous deux. Tout ce que vous avez à faire est d'arrêter de creuser dans le passé et de continuer vos vies. Et si nous n'arrêtons pas? Demanda Julien. Dr Mercier sourit, mais il y avait de la froideur dans ses yeux. Alors vous découvrirez qu'Hélène n'était pas la seule personne instable impliquée dans cette situation. Le ton de menace était indéniable. Ariane sentit un frisson parcourir son échine. « Nous partons, dit-elle, se dirigeant vers la porte. Mademoiselle Dumont, l'appela Dr Mercier. Une dernière chose. Vous devriez savoir qu'Hélène a laissé des instructions spécifiques vous concernant. Des instructions qui incluaient votre embauche dans ce laboratoire. » Ariane s'arrêta sur le seuil de la porte. « Quel genre d'instructions ?» Elle voulait que vous soyez engagée comme assistante de Julien. Elle voulait que vous vous rencontriez. Elle voulait que vous connectiez. Dr Mercier fit une pause. Elle croyait que si Julien tombait amoureux de vous, il poursuivrait sa recherche après sa mort. Les mots frappèrent Ariane comme un coup de poing dans l'estomac. Tout avait été planifié. Chaque moment, chaque sentiment, chaque connexion qu'elle pensait être authentique avait été orchestrée par une femme morte. « Ce n'est pas vrai, » ça dit Julien, mais sa voix sonnait moins convaincante qu'avant. « Vérifiez par vous-même, » dit Dr Mercier, tendant une enveloppe à Ariane. « Voici les instructions originales d'Hélène. Ses propres mots. » Ariane prit l'enveloppe d'une main tremblante, mais ne l'ouvrit pas. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle. « Parce que je préfère que vous connaissiez la vérité et décidiez d'arrêter de votre propre chef plutôt que d'avoir à prendre des mesures plus directes. » Julien se plaça entre Dr Mercier et Ariane. « Si vous la touchez. »« Je n'ai pas besoin de toucher qui que ce soit, » l'interrompit Dr Mercier. « Il suffit d'un appel au conseil médical remettant en question la stabilité mentale de mademoiselle Dumont. Après tout, elle a un historique de épisodes psychotiques, n'est-ce pas ?» Le sang d'Ariane se glaça. Comment savait-il pour ces épisodes à 17 ans? Comment vous... Je sais beaucoup de choses, mademoiselle Dumont, y compris le fait que vous avez gardé une photo découpée dans un journal de Julien et Hélène pendant des années avant de le rencontrer personnellement. La révélation fut comme une gifle en plein visage. Ariane avait complètement oublié la photo qu'elle gardait sous son oreiller quand elle était adolescente. Comment Dr Mercier pouvait-il savoir cela? « Vous m'avez enquêté, » dit-elle, la voix sortant plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. Enquête est un mot très fort. Je préfère considérer cela comme une diligence raisonnable. Hélène avait beaucoup investi en vous, mademoiselle Dumont. Je devais comprendre pourquoi. Julien fit un pas vers Dr Mercier, mais Ariane le retint par le bras. « Partons, » dit-elle. « Maintenant. » Ils sortirent du bureau en silence, mais Ariane pouvait sentir les yeux de Dr Mercier dans son dos. Ce n'est que lorsqu'ils furent dans l'ascenseur descendant qu'elle se rendit compte qu'elle tenait toujours l'enveloppe. « N'ouvrez pas ça ici, » dit Julien, la voyant regarder l'enveloppe. « Pourquoi pas ?»« Parce que nous ne savons pas s'ils nous écoutent. » Ils quittèrent le laboratoire en silence, mais Ariane pouvait sentir le poids de l'enveloppe dans ses mains comme si elle était faite de plomb. Pendant le trajet jusqu'à la voiture de Julien, son esprit était en ébullition. Dr Mercier avait révélé tant de choses qu'elle ne savait pas comment tout traiter. « Où allons-nous » demanda Julien quand ils entrèrent dans la voiture. « Chez moi » répondit Ariane sans réfléchir. « Je dois vérifier quelque chose. » Pendant le trajet, ils restèrent silencieux. Ariane regardait par la fenêtre, voyant la ville passer, mais son esprit était tourné vers le passé, vers l'adolescente qu'elle avait été, confrontée à des épisodes psychotiques que personne ne pouvait expliquer, vers la photo de journal qu'elle avait gardée pendant des années sans comprendre pourquoi. Quand ils arrivèrent chez Ariane, à Montmartre, elle hésita avant d'inviter Julien à entrer. « Ma mère pourrait ne pas vous reconnaître, » prévint-elle, « et parfois elle s'agite avec des étrangers. » Pas de problème. La maison était petite mais chaleureuse, avec des meubles simples et des photos de famille éparpillées sur les murs.
Marianne était assise dans le salon, regardant la télévision. Quand elle vit Julien, elle le regarda avec curiosité. « Bonjour. »« Maman, » dit Ariane, embrassant son front. « Voici Julien, un ami à moi. »« Enchanté, Madame Dumont, » dit Julien, tendant la main. Marianne l'étudia un moment, puis sourit. « Vous avez de beaux yeux, » dit-elle simplement. Ariane sentit une vague d'affection pour sa mère. Même avec la maladie, Marianne parvenait encore à être douce. « Maman, je vais montrer des papiers à Julien dans ma chambre, d'accord ?»« D'accord, ma chérie. » Ariane conduisit Julien dans sa chambre, qui était encore plus simple que le reste de la maison. Un lit simple, une vieille commode, quelques photos au mur. Elle se dirigea directement sous le lit et sortit une boîte à chaussures. « Que cherchez-vous » demanda Julien. La preuve que Dr Mercier a raison sur au moins une chose. Ariane ouvrit la boîte et fouilla parmi les papiers et les vieilles photos jusqu'à trouver ce qu'elle cherchait. Une coupure de journal jauni, soigneusement préservée dans un plastique. C'était une photo de Julien et Hélène, lors d'un événement caritatif, exactement comme Dr Mercier l'avait mentionné. Il souriait à l'appareil photo, elle en robe blanche, lui en smoking. Il semblait être le couple parfait. « Quand avez-vous découpé cela ?» demanda Julien, prenant la photo. « J'avais 17 ans, » répondit Ariane, s'asseyant au bord du lit. « Je traversais une période très difficile. J'avais des épisodes où je perdais contact avec la réalité. Des épisodes psychotiques. Les médecins n'ont jamais pu diagnostiquer exactement ce que c'était. Mais je voyais des choses, j'entendais des voix, et j'avais des obsessions étranges. » Elle fit un geste vers la photo, comme celle-ci. « Pourquoi avez-vous gardé cette photo spécifique ?» Ariane soupira, essayant d'accéder à des souvenirs douloureux. « Je ne sais pas l'expliquer. Quand je l'ai vu dans le journal, c'était comme si je vous connaissais déjà, comme si vous étiez important d'une certaine manière. » Elle fit une pause. « J'avais l'habitude de regarder la photo et d'inventer des histoires sur vous, sur ce que ce serait si je faisais partie de cette vie. » Julien s'assit à côté d'elle sur le lit. « Combien d'années avant que vous commenciez à travailler dans l'immeuble ?»« 8-9 ans environ. Et vous ne vous êtes jamais souvenu de la photo quand vous m'avez vu personnellement? Pas consciemment, mais peut-être subconsciemment. » Ariane le regarda. « C'est peut-être pour ça que je me suis senti si attiré par vous dès le début. » Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes, traitant les implications. L'obsession adolescente d'Ariane pour une photo de journal s'était transformée, des années plus tard, en une obsession réelle pour l'homme de la photo. « Ouvrez l'enveloppe, » dit finalement Julien. D'une main tremblante, Ariane déchira l'enveloppe et sortit les feuilles. C'était l'écriture d'Hélène, mais une version plus désespérée que celle qu'elle avait vue dans les cahiers. « Lisez à haute voix », demanda Julien. Ariane prit une profonde respiration et commença. « Si quelqu'un lit ceci, cela signifie que quelque chose m'est arrivé. Julien, je sais que tu es confus et blessé, mais tu dois comprendre que tout ce que j'ai fait était par amour, pas seulement pour toi, mais pour Ariane. » La voix d'Ariane faiblit un moment. Elle s'éclaircit la gorge et continua. « Quand elle était enfant, Ariane m'a sauvé de la noyade dans le lac du parc. Elle n'avait que 9 ans, mais elle a sauté dans l'eau pour me tirer dehors. Je n'ai jamais pu oublier ce geste. Elle a sauvé ma vie, et j'ai toujours su qu'un jour je devrais lui rendre l'appareil. » Ariane s'arrêta de lire, confuse. « Je ne me souviens pas de ça, » dit-elle. « Continuez à lire. » Des années plus tard, quand j'ai découvert qu'elle développait les mêmes symptômes neurologiques que ma mère avait eus, j'ai su que c'était ma chance de la sauver comme elle m'avait sauvé. Mais j'ai aussi su que j'aurais besoin de l'aide de Julien pour continuer ma recherche après ma mort. Ariane tourna la page, les mains tremblant de plus en plus à chaque mot. C'est pourquoi j'ai tout planifié. Son embauche dans l'immeuble. Votre rencontre. Je savais que si Julien voyait qui Ariane est vraiment, sa force, sa bonté, sa beauté, il tomberait amoureux d'elle. Et je savais que s'il tombait amoureux, il ferait n'importe quoi pour la sauver. Elle a planifié notre passion, dit Julien, la voix vide. Mais peut-être qu'elle s'est trompée sur une chose, continua Ariane en lisant. Peut-être que vous tomberez amoureux, non pas parce que je l'ai planifié, mais malgré le fait que je l'ai planifié. Peut-être que votre amour est réel, même si les circonstances ont été artificielles. Ariane posa les feuilles sur ses genoux, ne pouvant plus lire. « Y a-t-il plus ?» demanda Julien.
Elle laisse des instructions sur la façon de poursuivre. Elle la recherche sur le RK-47 et... Ariane hésita. Elle dit que si vous m'aimez vraiment, vous me donnerez le choix de prendre le médicament ou non. Quel médicament? Ariane reprit les feuilles et chercha le passage. Hélène a écrit « J'ai laissé des doses suffisantes du RK-47 cachées dans le laboratoire. Si Ariane veut essayer de prévenir l'Alzheimer, le choix doit lui appartenir. Mais Julien doit savoir que le médicament est expérimental et dangereux. Il peut la sauver ou la tuer. » Ils restèrent silencieux, le poids des révélations planant entre eux. Hélène avait planifié non seulement leur rencontre, mais toute une séquence d'événements qui les mènerait à ce moment. « Voulez-vous prendre le médicament ?» demanda finalement Julien. « Je ne sais pas, » répondit honnêtement Ariane. « Je ne sais plus ce qui est réel et ce qui est manipulation. »« Vos sentiments pour moi sont-ils réels ?» Ariane le regarda, se perdant dans les yeux verts qu'elle avait mémorisés des années plus tôt sur une photo de journal. « Je n'arrive plus à faire la distinction. Pendant des années, j'ai gardé votre photo parce que je ressentais une connexion inexplicable. Maintenant, nous découvrons qu'Hélène a tout planifié. Comment puis-je savoir si ce que je ressens est authentique ou le résultat d'un conditionnement ?» Julien s'approcha d'elle, prenant ses mains. « Et si ça n'avait pas d'importance ?»« Comment ça ?»« Et si ça n'avait pas d'importance, comment ?»« Ça a commencé. Et si seule importait la façon dont nous continuons à partir de maintenant ?» Ariane voulait le croire, mais il y avait trop de peur dans son cœur. Et si j'étais folle? Et si les épisodes psychotiques revenaient? Et si tout cela n'était qu'une élaboration de mon esprit malade? Alors nous y ferons face ensemble. Vous ne comprenez pas. Ariane se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. Quand j'avais 17 ans, j'ai passé 3 mois interné. Je n'arrivais pas à distinguer entre réalité et fantaisie. Et maintenant? Maintenant quoi? Maintenant? Je vis un fantasme que j'ai inventé quand j'étais adolescente. Comment puis-je être sûr que je ne suis pas en train d'avoir un autre épisode? Julien se leva et marcha jusqu'à elle. Parce que je suis là, parce que c'est réel, parce que quand je vous touche, vous le sentez. Il mit ses mains sur son visage, l'obligeant à le regarder. Ariane, je ne suis pas tombé amoureux de vous. Parce qu'Hélène l'a planifié. Je suis tombé amoureux parce qu'il est impossible de ne pas vous aimer. Parce que vous prenez soin de votre mère avec tant de dévouement que ça me brise le cœur. Parce que vous nettoyez des miroirs comme si chaque reflet importait. Parce que vous me voyez même quand je suis invisible. Des larmes commencèrent à couler sur le visage d'Ariane. Mais et si Dr Mercier a raison? Et si Hélène avait raison sur mon pronostic génétique? Et si je vais développer l'Alzheimer comme ma mère? Alors nous profiterons de chaque moment que nous aurons. Et s'il y a une chance que le médicament fonctionne, nous essaierons. Et si le médicament me tue comme il a failli tuer Hélène? Alors au moins vous aurez fait un choix. Votre choix. Ariane se laissa étreindre par lui, sentant la chaleur et la solidité de son corps. Pendant un moment, tous les doutes se dissipèrent. Il n'y avait que cette étreinte, ce moment, cette sensation d'appartenance. Mais ensuite, elle se souvint des paroles de Dr Mercier. « Julien, nous devons parler de Dr Mercier. Quoi à son sujet? Il connaît des détails intimes de ma vie que personne ne devrait connaître. Comment ?» Julien s'écarta légèrement pour la regarder. Hélène a dû lui dire. Ou il m'a enquêté bien avant la mort d'Hélène. Ariane fit une pause. Et s'il était plus impliqué dans sa mort qu'il ne l'a admis, vous pensez qu'il l'a tué? Je pense qu'il en sait plus qu'il ne le dit. Et je pense que nous sommes une menace pour lui d'une façon ou d'une autre. Du salon, ils entendirent la voix de Marianne appelant Ariane. « Ariane? Qui est cet homme dans notre maison ?» Ariane soupira. Sa mère avait oublié Julien en moins d'1 heure. « Je dois m'occuper d'elle, » dit-elle, se dirigeant vers la porte. « Ariane, » l'appela Julien. « Que voulez-vous faire? À propos de tout ça ?» Elle s'arrêta sur le seuil de la porte, réfléchissant. « Je veux découvrir la vérité, toute la vérité, sur Hélène, sur Dr Mercier, sur moi. » Elle se retourna pour le « Regardez. Et je veux découvrir si ce que nous ressentons l'un pour l'autre peut survivre à la vérité. Et si ce n'est pas le cas, alors au moins nous saurons que nous avons essayé. » Ariane sortit de la chambre pour s'occuper de sa mère, laissant Julien seul avec les lettres d'Hélène. Pendant qu'elle aidait Marianne à se préparer pour dormir, son esprit était en ébullition. Tant de révélations, tant de questions sans réponse. Quand elle revint dans la chambre, elle trouva Julien assis sur le lit,
lisant les instructions d'Hélène sur le médicament. « C'est complexe, dit-il, mais faisable. Vous comprenez? La chimie ?» Suffisamment. Hélène était brillante, mais elle n'était pas la seule personne capable de comprendre son travail. Ariane s'assit à côté de lui. « Que pensez-vous que nous devrions faire? Je pense que nous devons être très prudents. Docteur Mercier ne bluffait pas à propos des menaces. Il a suffisamment de pouvoir pour détruire nos vies s'il le veut. Alors nous arrêtons? Non, dit Julien, la surprenant. Mais nous changeons notre stratégie. Nous devenons plus intelligents. Comment? D'abord, nous avons besoin d'une copie de sauvegarde de tout ce que nous avons découvert. Si quelque chose nous arrive, quelqu'un d'autre doit connaître l'acquis. Vérité. Et deuxièmement, nous devons découvrir exactement ce que Dr Mercier cache. Pourquoi est-il si désespéré de nous arrêter? Ariane acquiesça, sentant une détermination grandir en elle. Et troisièmement, vous devez décider si vous voulez essayer le médicament d'Hélène. La question plana entre eux comme une épée suspendue. Ariane savait que cette décision changerait tout, non seulement son avenir médical, mais toute la dynamique de leur relation. Puis-je avoir du temps pour réfléchir? Tout le temps dont vous avez besoin. Plus tard, après que Julien fut parti, Ariane resta éveillée tard dans la nuit, regardant la photo de journal jauni. Le jeune couple souriant semblait si lointain maintenant, si innocent. Il ne savait pas que la femme blonde mourrait jeune, que l'homme aux yeux verts deviendrait obsédé par sa propre douleur, que la fille perturbée qui gardait leur photo deviendrait une pièce centrale dans un jeu beaucoup plus grand que n'importe lequel d'entre eux pouvait imaginer. Ariane remit la photo dans la boîte, mais garda les lettres d'Hélène à ses côtés. Il y avait encore beaucoup de choses qu'elle ne comprenait pas, beaucoup de choses qui n'avaient pas de sens. Mais une chose devenait claire, elle n'était plus la femme de ménage invisible qui nettoyait des miroirs sans s'y voir. Elle était quelqu'un d'assez important pour que des gens risquent leur vie pour la sauver ou pour l'arrêter. Et pour la première fois de sa vie, cela ne l'effrayait pas, cela lui donnait du pouvoir. Les 3 jours qui suivirent la rencontre avec Dr Mercier passèrent comme une tempête silencieuse. Ariane arrivait au laboratoire chaque matin avec l'impression de marcher en territoire ennemi. Chaque regard des employés semblait chargé de suspicion. Chaque conversation s'interrompait quand elle passait dans les couloirs. Dr Mercier n'était pas réapparu, mais sa présence se faisait sentir dans chaque ombre, dans chaque caméra de sécurité qui suivait ses mouvements. Julien essayait de maintenir la normalité, mais Ariane percevait la tension dans ses épaules, la façon dont ses yeux scrutaient constamment l'environnement. Ils étaient redevenus paranoïaques, et peut-être avec raison. C'est le mercredi que les choses commencèrent à s'effondrer. Ariane organisait l'agenda de Julien quand son assistante précédente, Mathilde, apparut à la porte du bureau. Une femme d'âge moyen, efficace, qui avait travaillé pour la famille Devreux pendant plus de 15 ans avant d'être transférée à un autre secteur quand Ariane avait été engagée. « Puis-je vous parler un moment ?» se demanda Mathilde, regardant nerveusement autour d'elle. « Bien sûr, » répondit Ariane, lui faisant signe de s'asseoir. Mathilde ferma la porte derrière elle et s'approcha du bureau, la voix basse. « Vous devez faire attention. Il y a des gens qui posent des questions sur vous. » Le sang d'Ariane se glaça. Quel genre de questions? Sur votre passé, votre famille, votre historique médical, et ce ne sont pas seulement des questions occasionnelles. C'est une enquête formelle. Qui pose ces questions? Des gens du département des ressources humaines. Ils disent que c'est une vérification de sécurité de routine, mais... Mathilde hésita. Je travaille ici depuis 15 ans. Je n'ai jamais vu une vérification aussi détaillée. Ariane eut l'impression que le sol bougeait sous ses pieds. Dr Mercier avait tenu sa menace. Que savez-vous d'autre? J'ai entendu dire qu'ils remettent en question votre stabilité mentale, qu'il y a des inquiétudes sur votre aptitude à travailler avec des informations confidentielles. Mathilde se pencha en avant. Ariane, ils construisent un dossier contre vous. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je sais que cela a commencé après que vous et M. Devreux êtes restés travailler tard la semaine dernière. Quelqu'un n'a pas aimé quelque chose que vous avez découvert. Mathilde se leva pour partir, mais s'arrêta à la porte. Une dernière chose, méfiez-vous du docteur Mercier. Il n'est pas ce qu'il semble être. Que voulez-vous dire? Il n'était pas si quand Madame Hélène est morte. Il était à une conférence à Genève,
Il n'est revenu que 3 jours après l'accident. La révélation frappa Ariane comme un éclair. Dr Mercier avait menti sur son implication directe avec Hélène dans les dernières semaines de sa vie. Après le départ de Mathilde, Ariane resta assise seule dans le bureau, traitant les informations. Si Dr Mercier n'était pas présent quand Hélène est morte, comment pouvait-il connaître tant de détails sur son état mental? Comment pouvait-il être sûr que l'accident avait été causé par les effets du médicament? Quand Julien revint du déjeuner, elle partagea immédiatement les découvertes. « Mercier a menti, dit-il, la voix tendue. Mais pourquoi? Peut-être parce qu'il couvre quelque chose de plus grand. » Julien se dirigea vers l'ordinateur et commença à taper rapidement. « Que faites-vous? » « Je vérifie ses registres de voyage. S'il était à Genève, il y aura de la documentation. » Après quelques minutes de recherche dans les archives de l'entreprise, Julien trouva ce qu'il cherchait. Voilà, Dr Richard Mercier, conférence sur la neurologie expérimentale à Genève du 15 au 22 mars. Il regarda Ariane. Hélène est morte le 18. Alors il n'était définitivement pas ici quand elle est morte. Mais regardez ça, Julien pointa une autre ligne dans le document. Il a annulé sa participation à la conférence le dernier jour. Il est revenu en France un jour avant la date prévue. Le 21, 3 jours après la mort d'Hélène. Pourquoi annulerait-il une conférence internationale importante pour revenir plus tôt? Ariane étudia les documents, un soupçon grandissant dans son esprit. Et s'il savait que quelque chose allait arriver à Hélène, et s'il avait besoin d'être ici pour contrôler la situation après sa mort, vous suggérez qu'il a orchestré l'accident? Je suggère qu'il savait qu'Hélène prenait le médicament expérimental, et peut-être qu'il l'a saboté d'une manière ou d'une autre. Julien s'adossa à sa chaise, traitant cette possibilité. Mais comment? Hélène testait le médicament sur elle-même, en secret. Pas si secrètement, apparemment. Mercier était au courant. Ils furent interrompus par un coup à la porte. La secrétaire de Julien entra, l'air nerveux. « Monsieur Devreux, il y a des gens du département juridique qui souhaitent parler à mademoiselle Dumont. » Ariane et Julien échangèrent un regard rapide. « Dites-leur que nous sommes en réunion, » répondit Julien. Ils ont dit que c'était urgent. À propos de questions de sécurité. Combien de personnes? 3. Et il y a un homme que je ne connais pas. Ce n'est pas un employé de l'entreprise. Dr Mercier avait fait monter les enchères. Ariane se leva, une détermination soudaine, s'emparant d'elle. « Dites-leur que nous descendons dans 5 minutes, » dit-elle à la secrétaire. Après que la femme soit sortie, Julien se tourna vers elle. « Ariane, nous n'avons pas besoin d'affronter cela maintenant. Nous pouvons sortir par l'entrée de service. »« Non, » répondit-elle, se surprenant elle-même par la fermeté dans sa voix. « Je ne vais plus fuir. Si Mercier veut jouer sale, jouons. » « Qu'avez-vous en tête ?» Ariane marcha jusqu'à l'armoire, où Julien gardait les documents d'Hélène. « Vous avez dit que nous avions besoin d'une copie de sauvegarde de tout ce que nous avons découvert. »« Oui, mais et si nous ne faisions pas seulement une copie? Et si nous rendions tout public ?» Julien la regarda avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Ce serait très dangereux. » « Plus dangereux que de laisser Mercier nous détruire en silence. » Ariane prit son téléphone et commença à photographier rapidement les documents les plus importants. « Que faites-vous? »« Une assurance vie. S'il m'arrive quelque chose, je veux que vous envoyiez tout cela à un journaliste d'investigation. » Ariane. « Et je veux que vous me promettiez une chose. »« Quoi ?» Elle arrêta de photographier et le regarda directement. « Si je décide de prendre le médicament d'Hélène, vous me soutiendrez. »« Vous avez décidé ?»« Pas encore. Mais si je décide, j'ai besoin de savoir que vous serez avec moi. » Julien s'approcha d'elle, prenant ses mains. « Je suis avec vous dans n'importe quelle décision que vous prendrez, mais s'il vous plaît, réfléchissez bien. Le médicament a presque tué Hélène. Hélène n'avait pas la même génétique que moi, et elle prenait des doses expérimentales sans supervision médicale adéquate. Et comment obtiendriez-vous une supervision médicale adéquate? Nous ne pouvons faire confiance à personne. » Ici. Ariane y avait réfléchi. « Je connais quelqu'un, un neurologue qui s'est occupé de ma mère il y a des années, Dr Auguste Rivière. Il est éthique et discret. Vous lui faites confiance. Plus qu'à n'importe qui ici. » Ils finirent de photographier les documents et remirent tout en place. Quand ils descendirent au rez-de-chaussée, ils trouvèrent 4 personnes qui les attendaient à la réception. 3 employés du département juridique de l'entreprise et un homme plus âgé qu'Ariane ne reconnut pas.
Mademoiselle Dumont, l'un des avocats s'approcha. Je suis docteur François Laurent, du service juridique. Nous devons discuter de certaines questions concernant votre position dans l'entreprise. Quel genre de questions? Des questions de sécurité et d'aptitude professionnelle. Si nous pouvions parler en privé... Tout ce que vous avez à dire peut être dit devant Monsieur Devereux, répondit Ariane, remarquant comme sa propre voix sonnait plus forte et plus confiante qu'elle ne se sentait. L'homme inconnu s'approcha. Mademoiselle Dumont, je suis docteur Pierre Aubert, psychiatre. Je comprends que vous avez un historique d'épisodes psychotiques. La question fut posée à voix haute, dans la réception bondée. Ariane comprit que c'était une tactique d'intimidation, une façon de l'humilier publiquement. Mon historique médical est confidentiel, répondit-elle calmement. Pas quand il s'agit de sécurité sur le lieu de travail, intervint Dr Laurent. Nous avons des inquiétudes quant à votre capacité à gérer des informations sensibles. Basées sur quoi? Basées sur des rapports, de comportements erratiques et obsessionnels envers Monsieur Devereux. L'accusation fut comme une gifle en plein visage. Ariane pouvait sentir les yeux de tous les employés présents dans la réception fixés sur elle. « C'est ridicule », intervint Julien. « Mademoiselle Dumont est une employée exemplaire. Monsieur Devereux, nous comprenons que votre proximité avec Mademoiselle Dumont peut compromettre votre jugement, dit Dr Laurent. Mais nous avons des preuves qu'elle a démontré un comportement obsessionnel qui remonte à des années avant de vous connaître personnellement. Ah, il savait pour la photo. Dr Mercier leur avait parlé de la photo de journal qu'elle gardait. « Et quelles sont ces preuves ?» demanda Ariane, décidant d'affronter la situation de front. Dr Aubert ouvrit un dossier et sortit une copie de la photo de journal. Cette photo a été trouvée à votre domicile lors d'une perquisition autorisée ce matin. Une perquisition, explosa Julien. De quel droit? Autorité judiciaire. Il y a une enquête criminelle en cours sur un possible vol de propriété intellectuelle de l'entreprise. Ariane eut l'impression que le monde s'écroulait autour d'elle. Ils avaient envahi sa maison. Ils avaient trouvé la photo. Et maintenant, ils l'utilisaient pour construire un dossier selon lequel elle était une harceleuse obsessionnelle. « Où est ma mère ?» demanda-t-elle, la voix sortant plus aiguë qu'elle ne l'aurait voulu. « Votre mère est en sécurité », répondit Dr Laurent. « Elle a été emmenée dans une institution temporaire pendant que nous résolvons ses problèmes. Vous ne pouvez pas faire ça. Elle a besoin de moi. En fait, nous le pouvons. Quand il y a des inquiétudes sur la stabilité mentale du principal soignant. » Ariane sentit des larmes de colère brûler ses yeux. Ils avaient joué sale, utilisant sa mère comme pièce de chantage. « Que voulez-vous » demanda-t-elle. « Nous voulons que vous démissionniez de votre poste et signiez un accord de confidentialité, » dit Dr Laurent. « En échange, nous ne poursuivrons pas les accusations criminelles et votre mère sera rendue à vos soins. »« Et si je refuse ? Alors vous serez arrêté pour vol de propriété intellectuelle et votre mère restera sous la garde de l'État. » Julien fit un pas en avant, la voix dangereusement basse. « Vous faites chanter une employée innocente. Nous protégeons-les. »« Qu'intérêt de l'entreprise, répondit Dr Laurent, et nous vous suggérons d'être prudent. Votre propre position pourrait être en danger si vous continuez à vous associer avec des éléments déstabilisateurs. » La menace était claire. Si Julien essayait de protéger Ariane, il serait également détruit. Ariane regarda autour de la réception, voyant les visages curieux des employés, sentant le poids de l'humiliation publique. Mais alors quelque chose changea en elle. Oh là, qu'au lieu de la honte, elle ressentit de la colère. Une colère pure et clarifiante. « Je ne vais pas démissionner, dit-elle, la voix ferme, et je ne vais pas signer d'accord. Mademoiselle Dumont, vous voulez m'accuser de vol? Alors faites-le, mais vous devrez prouver que j'ai volé quelque chose, et bonne chance avec ça. » Dr Aubert se pencha en avant. « Mademoiselle Dumont, compte tenu de votre historique d'instabilité mentale, il serait préférable d'accepter notre offre. Mon historique d'instabilité mentale date de mon adolescence, il y a plus de 10 ans. Et même alors, je n'ai jamais été considérée comme dangereuse ou criminelle. » Ariane se tourna vers Dr Laurent. « Où exactement pensez-vous que j'ai volé de la propriété intellectuelle? Toutes les informations auxquelles j'ai accédé l'ont été par mon travail légitime d'assistante de Monsieur Devereux. Des informations sur des projets classifiés qui dépassaient le cadre de vos fonctions. Des projets auxquels mon superviseur m'a donné un accès direct. S'il y a quelque chose d'inapproprié là-dedans,
La faute est dans le processus de supervision, pas la mienne. Ariane gagnait en confiance à mesure qu'elle parlait. Des années d'invisibilité lui avaient appris à observer, à comprendre comment les gens fonctionnaient. Et elle pouvait voir que les avocats n'étaient pas aussi confiants qu'ils essayèrent de le paraître. De plus, continua-t-elle, j'aimerais savoir comment vous avez obtenu une autorisation judiciaire pour une perquisition à mon domicile, basée uniquement sur des allégations non fondées de comportement obsessionnel. Dr Laurent hésita un moment avant de répondre. Il y a des preuves que vous avez un accès non autorisé à des informations confidentielles. Quelles preuves? Je veux voir la documentation. Cela fait partie d'une enquête en cours. Alors jusqu'à ce que vous puissiez présenter des preuves réelles, il n'y a aucune base légale pour aucune de ces actions. Ariane se tourna vers Dr Robert. Et docteur, j'aimerais voir vos qualifications et la base médicale de votre évaluation de ma stabilité mentale. Puisque vous ne m'avez jamais examiné personnellement. Le psychiatre était visiblement mal à l'aise. J'ai basé mon évaluation sur des dossiers médicaux antérieurs et des rapports de comportement. Des dossiers médicaux confidentiels auxquels vous ne devriez pas avoir accès sans mon autorisation. Écrite. Et des rapports de comportement de qui? Silence. Ariane réalisa qu'elle avait trouvé une faille dans leur plan. Ils avaient été négligents, trop confiants dans leur pouvoir d'intimidation. « Messieurs, dit-elle, sa voix portant maintenant une autorité qu'elle ne savait pas posséder, si vous avez des preuves légitimes d'irrégularité, alors suivez les procédures légales appropriées. D'ici là, je retournerai à mon travail. » Elle se tourna pour partir, mais Dr Laurent la retint par le bras. « Mademoiselle Dumont, vous commettez une erreur. » Julien se plaça immédiatement entre eux. « Lâchez-la. Monsieur Devreux, lâchez-la. » La tension dans l'air était palpable. Pendant un moment, il sembla qu'il y aurait une confrontation physique. Mais Dr Laurent lâcha le bras d'Ariane. « Ce n'est pas terminé, dit-il. »« Non, acquiesça Ariane. Ce n'est pas terminé. » Quand ils revinrent au bureau, Julien appela immédiatement son avocat personnel. Pendant qu'il parlait au téléphone, Ariane s'assit et essaya de traiter ce qui venait de se passer. Elle avait affronté la tentative d'intimidation et n'avait pas cédé, mais le prix serait élevé. Ils avaient sa mère, et ils l'utiliseraient contre elle. « Mon avocat vérifie la légalité de la perquisition à votre domicile, » dit Julien quand il termina l'appel, « et il va découvrir où il garde votre mère. » Merci. Ariane, vous avez été incroyable là-bas. Je ne sais pas d'où vous avez tiré cette force. Je crois que j'en ai eu assez d'être invisible, répondit-elle. J'en ai eu assez de laisser les autres décider qui je suis. Julien s'assit à côté d'elle. Que voulez-vous faire maintenant? Ariane réfléchit un moment, sentant une clarté qu'elle n'avait pas eue depuis des jours. Je veux 3 choses. Premièrement, je veux récupérer ma mère. Deuxièmement, je veux découvrir toute la vérité sur la mort d'Hélène. Et troisièmement, je veux prendre le médicament. Ariane, pas pour prévenir l'Alzheimer, je veux dire, ce serait une bonne conséquence si ça fonctionnait, mais ce n'est pas pour ça que je veux le prendre. Alors pourquoi? Parce que c'est mon choix. Toute ma vie, d'autres personnes ont pris des décisions pour moi. Mes médecins, mes employeurs, et maintenant même Hélène a essayé de contrôler ma vie après sa mort. Mais cette décision est la mienne. Julien l'étudia attentivement. Vous êtes sûr? Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Et si ça tourne mal? Et si le médicament vous fait du mal? Alors au moins ce sera moi qui aurai décidé. Et si ça marche, j'aurai fait le premier pas pour prendre le contrôle de ma propre vie. Ils passèrent le reste de l'après-midi à planifier. Julien contacterait Dr Auguste Rivière, le neurologue qu'Ariane avait mentionné. Ils auraient besoin d'un endroit sûr pour administrer le médicament, loin des yeux de Dr Mercier et de ses alliés, et ils auraient besoin d'un plan pour récupérer la mère d'Ariane. À 6 heures du soir, quand la plupart des employés étaient partis, ils descendirent à nouveau au laboratoire personnel d'Hélène. Cette fois, Ariane savait exactement ce qu'elle cherchait. Dans le congélateur spécial, derrière des dizaines d'échantillons, elle trouva 3 petits flacons avec des étiquettes manuscrites. RK47, dose AD. Hélène a préparé des doses spécifiques pour vous, observa Julien. 3 doses, probablement un cycle complet de traitement. Ariane prit les flacons et les rangea soigneusement dans un sac isotherme qu'elle trouva dans le laboratoire. Il n'y a plus de retour.
En arrière après ça, dit Julien. Je sais. Quand ils sortirent du laboratoire, Ariane eut l'impression de porter plus que de simples médicaments. Elle portait sa propre capacité d'action, son propre choix, sa propre révolution silencieuse contre tous ceux qui avaient essayé de la contrôler. Dans le parking, ils furent abordés par un homme qu'Ariane reconnut comme le concierge de nuit de l'immeuble où elle avait travaillé comme femme de ménage. « Mademoiselle Ariane, dit-il, semblant nerveux, je dois vous parler. »« Bonjour, monsieur Jacques, que se passe-t-il ? C'est à propos de cette nuit-là, il y a quelques mois, la nuit de la tempête, quand vous êtes monté à l'appartement de monsieur. » Ariane et Julien échangèrent un regard. « Quoi à propos de cette nuit ?»« J'ai menti quand les gardes de sécurité ont posé des questions. J'ai dit que je n'avais rien vu d'étrange. Et qu'avez-vous vu ?» Monsieur Jacques regarda nerveusement autour de lui avant de répondre. « J'ai vu un homme quitter l'immeuble peu après que vous soyez monté. Un homme qui n'était pas résident. Vous l'avez reconnu ? Pas à l'époque. Mais j'ai vu sa photo dans le journal aujourd'hui. C'était ce docteur qui a été nommé à un poste important dans l'entreprise. » Ariane sentit son sang se glacer. « Docteur Mercier, c'est ça. Il était là cette nuit-là, mademoiselle, et il semblait pressé de sortir sans être vu. » La révélation changea tout. Docteur Mercier ne savait pas seulement à propos de la connexion entre Ariane et Julien, il avait été présent la nuit où ils s'étaient rencontrés. Il avait orchestré leur rencontre. « Monsieur Jacques, pourquoi me dites-vous cela maintenant ?»« Parce que j'ai entendu dire que vous avez des problèmes. Au travail, et parce que... » Il hésita. « Parce que je pense que cet homme est dangereux. Il y a des rumeurs selon lesquelles il a été impliqué dans de mauvaises choses. » Quel genre de choses? Des tests illégaux sur des patients pauvres, des médicaments qui ont rendu des gens malades, des choses qui ont été étouffées. Après le départ de monsieur Jacques, Ariane et Julien restèrent assis dans la voiture en silence, traitant l'information. « Mercier était là la nuit où nous nous sommes rencontrés, » dit finalement Julien. Il savait qu'Hélène avait planifié notre rencontre, et il voulait s'assurer que cela se produirait. Mais pourquoi? S'il était contre la recherche d'Hélène, pourquoi faciliterait-il son plan? Ariane réfléchit un moment, un soupçon terrible grandissant dans son esprit. Et s'il n'était pas contre la recherche? Et s'il voulait contrôler la recherche? Comment ça? Hélène a découvert quelque chose sur les autres projets de Mercier, de mauvaises choses, illégales. Elle le faisait chanter pour pouvoir continuer avec le RK-47. Et il a décidé de se débarrasser d'elle, mais de continuer la recherche en vous utilisant comme cobaye. Pas seulement comme cobaye qu'il pouvait contrôler. Il a probablement pensé que ce serait facile de me manipuler. Julien frappa son poing sur le volant. Enfoiré, il a tué Hélène et a essayé de nous utiliser pour continuer son travail. Mais il a sous-estimé une chose. Quoi? Ariane sourit, et il y avait quelque chose de féroce dans ce sourire. Il a sous-estimé le fait que les femmes invisibles peuvent devenir très dangereuses quand elles décident d'être vues. Cette nuit-là, Ariane prit 2 décisions qui changeraient tout. Première, elle prendrait le médicament d'Hélène, mais selon ses propres conditions. Seconde, elle et Julien ne fuiraient pas docteur Mercier. Ils le détruiraient. Quand elle arriva chez elle, elle trouva des signes de la perquisition partout. Tiroirs ouverts, meubles retournés, papiers éparpillés. Mais ce qui la perturbait le plus était l'absence de sa mère. La maison était trop silencieuse, trop vide. Ariane s'assit sur le lit et appela Dr Auguste Rivière. Quand il répondit, elle alla droit au but. « Docteur, c'est Ariane Dumont. J'ai besoin de votre aide pour quelque chose de délicat. »« Bien sûr, Ariane. Que puis-je faire ?»« J'ai besoin que vous m'examiniez et évaluiez ma capacité à prendre un médicament expérimental. » Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. « Quel genre de médicament ?»« Un qui peut prévenir l'Alzheimer, mais qui pourrait aussi me tuer. »« Ariane. »« Docteur, je sais que ça semble fou. Mais j'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance pour m'aider à faire cela de la manière la plus sûre possible. » Après une longue conversation, Dr Rivière accepta de la voir le lendemain. Mais il posa une condition. Il voulait examiner complètement le médicament et comprendre tous les risques avant d'autoriser quoi que ce soit. « Si je pense que c'est un suicide, dit-il, je n'aiderai pas. Je comprends. Mais si vous pensez que c'est un risque calculé qui vaut la peine d'être pris, alors nous ferons les choses correctement. »
Après l'appel, Ariane resta seule dans sa maison vide, tenant les flacons de médicaments. Dans ses mains se trouvait l'avenir qu'Hélène avait planifié pour elle. Mais maintenant, pour la première fois, ce serait elle qui déciderait comment cet avenir se déroulerait. Plus la femme invisible qui nettoyait des miroirs sans s'y voir. Plus la patiente qui laissait les autres décider de son traitement. Plus la victime qui permettait aux hommes puissants de contrôler sa vie. Demain, elle commencerait à riposter, et Dr Mercier découvrirait qu'il avait complètement sous-estimé qui était Ariane Dumont. Le lendemain matin, Ariane se réveilla avec la sensation qu'elle était sur le point de traverser un portail sans retour. Le soleil entrait par la fenêtre de la chambre vide, illuminant les vestiges de la perquisition qui avait eu lieu chez elle. Chaque objet déplacé était un rappel que sa vie privée avait été violée, que des hommes puissants pensaient pouvoir envahir et réorganiser son existence à volonté. Mais aujourd'hui serait différent. Aujourd'hui, elle reprendrait le contrôle. Julien arriva à 7 heures du matin, apportant du café et une expression tendue qu'elle avait appris à reconnaître. Il apportait des nouvelles, et à en juger par le poids de ses épaules, elles n'étaient pas bonnes. « Mon avocat a découvert où il garde votre mère, » dit-il, s'asseyant à la table de la cuisine désordonnée. « Maison de repos Les Tilleuls à Neuilly. Mais Ariane... Mais quoi? Ils l'ont enregistrée comme patiente en état mental critique. Ils ont dit qu'elle était négligée à la maison et qu'elle représente un danger pour elle-même. » La colère qu'Ariane ressentit fut si intense que pendant un moment, elle ne put parler. Utiliser la maladie de sa mère comme une arme contre elle était une cruauté qui dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Puis-je lui rendre visite? Techniquement, oui, mais seulement sous supervision et seulement après une évaluation psychologique de vous. Une évaluation psychologique faite par qui? Par un professionnel désigné par l'État, qui, par coïncidence, sera Dr Pierre. Aubert. Ariane frappa la table avec suffisamment de force pour faire sauter les tasses. Ils ont pensé à tout, n'est-ce pas? Mercier est méticuleux, acquiesça Julien, mais aussi arrogant. Et les personnes arrogantes commettent des erreurs. Quel genre d'erreur? Julien sortit un dossier du porte-document qu'il avait apporté. J'ai passé la nuit à enquêter. Sur Dr Pierre Aubert. Ce n'est pas juste un psychiatre aléatoire. Il a des liens financiers avec les laboratoires d'Evreux depuis des années. Consultation, recherche, avis rémunérés. Un psychiatre à louer. Exactement. Et il y a plus. Aubert a été responsable de rapports qui ont conduit à l'internement forcé de 3 personnes ces 2 dernières années. Toutes avaient une chose en commun. Quoi? Toutes avaient fait des dénonciations contre des entreprises pharmaceutiques pour des tests illégaux. La révélation était troublante, mais pas surprenante. Dr Mercier avait construit un réseau de complicité qui lui permettait de faire taire toute opposition. Et Dr Auguste Rivière, avez-vous confirmé le rendez-vous? Oui, il nous attendra à 14 heures dans sa clinique privée. Mais Ariane, il a tenu à préciser que s'il y a le moindre signe que le médicament pourrait vous faire du mal, il ne vous permettra pas de le prendre. Je comprends, et je respecte cela. Ils passèrent la matinée à rassembler tous les documents sur le RK-47 qu'ils avaient retrouvés. Ariane voulait que Dr Rivière ait accès à toutes les informations disponibles avant de prendre une décision. Il ne s'agissait pas d'une impulsion désespérée, mais d'un choix éclairé et calculé. À 11 heures, ils reçurent une visite inattendue. Mathilde, l'ancienne assistante de Julien, apparut à la porte de la maison d'Ariane, semblant nerveuse et regardant constamment par-dessus son épaule. « Puis-je entrer? C'est important. » Ariane la fit entrer, lui offrant du café. Mathilde refusa, les mains tremblant légèrement. « Je ne devrais pas être ici, commença-t-elle, mais il y a des choses que vous devez savoir. » « À propos de quoi? »« À propos d'Hélène et de ce qui s'est vraiment passé la nuit où elle est morte. » Julien se pencha en avant, son attention complètement focalisée sur Mathilde. « Que savez-vous? Je travaillais tard cette nuit-là. Hélène est venue au bureau à 23 heures, complètement agitée. Elle a dit qu'elle avait découvert quelque chose de terrible sur Dr Mercier. » « Quel genre de découverte? » Mathilde prit une profonde respiration avant de continuer. « Hélène a trouvé des preuves que Mercier vendait des données de patients à des entreprises étrangères. Informations génétiques, historiques médicaux, résultats de tests expérimentaux.
Tout ce qui pourrait être utilisé pour développer des médicaments ciblés. C'est illégal, dit Ariane. Plus qu'illégal, c'est monstrueux. Hélène a découvert que les données de plus de 10 000 patients français avaient été vendues sans consentement, y compris des informations sur des enfants atteints de maladies rares. Julien serra les poings. Elle a confronté Mercier à ce sujet. Elle a dit qu'elle allait le confronter, mais d'abord, elle voulait s'assurer qu'elle avait suffisamment de preuves pour le détruire complètement. Et elle en avait? Oui. Hélène m'a montré des fichiers, des emails, des registres de transferts bancaires, tout documenté méticuleusement. Ariane ressentit une pointe de reconnaissance. Hélène était vraiment comme ça. Elle documentait toujours tout. Elle m'a donné une copie de sauvegarde des fichiers, continua Mathilde. Elle a dit que si quelque chose lui arrivait, je devrais les remettre à Julien. Où sont ces fichiers maintenant? Mathilde sortit une clé USB de sa poche. Ici, tout est ici. Julien prit la clé USB avec révérence, comme s'il tenait une arme. Pourquoi avez-vous mis si longtemps à nous donner cela? Parce que j'ai eu peur. Après la mort d'Hélène, Mercier m'a contacté. Il a dit qu'il savait qu'elle m'avait donné quelque chose, et que ce serait mieux pour moi si je le lui remettais. Quand j'ai dit que je ne savais rien, il m'a menacé. Comment? Il a dit que je pourrais subir un accident comme Hélène. Il a dit que des accidents arrivaient aux personnes qui se mêlaient de ce qui ne les regardait pas. Ariane se leva et commença à marcher dans la pièce, son esprit traitant rapidement les informations. Alors Hélène n'est pas morte à cause du médicament expérimental. Elle est morte parce qu'elle a découvert le système de Mercier. Pas nécessairement, intervint Julien. Ça pourrait être une combinaison. Peut-être que Mercier a saboté le médicament qu'elle prenait, augmenté le dosage ou altéré la formule d'une manière ou d'une autre. Comment aurait-il pu faire ça? Hélène lui faisait confiance. S'il s'était offert pour revoir le médicament pour s'assurer qu'il était sûr, elle l'aurait probablement permis. Mathilde acquiesça. En fait, elle a mentionné que Mercier s'était proposé pour analyser le RK47. Elle a dit qu'il était utile pour la première fois depuis des mois. Le tableau se formait. Dr Mercier avait découvert qu'Hélène enquêtait sur ses crimes. Au lieu de simplement la tuer, il avait trouvé une façon plus intelligente, saboter le médicament qu'elle testait sur elle-même, faisant paraître que la mort était le résultat de sa propre imprudence scientifique. Il y a autre chose, dit Mathilde. Hélène a mentionné qu'elle avait découvert quelque chose sur vous, Ariane. Quelque chose au-delà de la prédisposition génétique à l'Alzheimer. Quoi d'autre? Elle a dit que votre génétique était spéciale d'autres façons, que vous aviez des marqueurs rares qui pourraient être utiles pour d'autres types de recherche. Un froid parcourut l'échine d'Ariane. Quel type de recherche? Je ne sais pas. Mais elle était inquiète que Mercier découvre ces marqueurs. Elle a dit qu'il ferait n'importe quoi pour y avoir accès. Après le départ. De Mathilde, Ariane et Julien restèrent assis en silence, assimilant toutes les révélations. La clé USB était posée sur la table entre eux comme une bombe non désamorcée. « Nous devons voir ce qu'il y a sur cette clé USB », dit finalement Julien. Après la consultation avec Dr Rivière, je veux d'abord résoudre la question du médicament. Ariane, compte tenu de ce que nous venons de découvrir, peut-être devrions-nous reconsidérer la prise du RK47. Si Mercier a saboté le médicament, les doses que nous avons trouvées dans le laboratoire d'Hélène sont antérieures au sabotage, l'interrompit-elle. Hélène les a préparées avant que Mercier ne s'offre à aider. Elles doivent être pures. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce qu'Hélène a marqué les dates sur chaque flacon. Les doses ont été préparées des semaines avant sa mort, bien avant que Mercier ne s'implique. Julien l'étudia attentivement. Vous voulez vraiment faire cela? Plus que jamais. Maintenant que je sais que Mercier veut ma génétique pour ses propres fins, je veux m'assurer qu'elle ne sera utilisée que pour ce que je décide. À 14 heures, ils étaient à la clinique privée de Dr Auguste Rivière. C'était un endroit discret, élégant, mais pas ostentatoire. Dr Rivière les reçut personnellement, un homme de 60 ans aux cheveux gris et aux yeux bienveillants qui inspirait immédiatement confiance. « Ariane, comme tu as grandi », dit-il, l'embrassant chaleureusement. « Je me souviens quand tu avais 17 ans et que tu traversais cette phase difficile. Merci d'avoir accepté de nous voir, docteur. Bien sûr. Maintenant, dis-moi exactement de quoi il s'agit
avec ce médicament expérimental. Pendant l'heure suivante, Ariane et Julien expliquèrent toute la situation. Dr Rivière posa des questions détaillées, analysa les documents d'Hélène, examina les flacons du médicament. Son expression devint de plus en plus sérieuse à mesure qu'il comprenait la complexité de la situation. « Ce médicament est vraiment révolutionnaire », dit-il finalement. « S'il fonctionne comme Hélène l'a conçu, il pourrait prévenir non seulement l'Alzheimer, mais toute une catégorie de maladies neurodégénératives. Mais il y a des risques, dit Ariane. Des risques significatifs. Le médicament modifie l'expression génétique au niveau cellulaire. Si quelque chose tourne mal, les dommages pourraient être irréversibles. Quel type de dommages? Détérioration. Neurologique accélérée, perte de fonction cognitive. Dans les cas extrêmes, la mort. Dr Rivière s'adossa à sa chaise, étudiant le visage d'Ariane. « Pourquoi voulez-vous risquer ?»« Cela, parce que je ne veux pas passer le reste de ma vie à me demander « et si ?» Parce que je veux prendre le contrôle de mon propre destin. Et parce que... » Elle hésita. « Parce que si je ne le fais pas, des hommes puissants utiliseront ma génétique à des fins que je ne peux même pas imaginer. Et vous comprenez que même si le médicament fonctionne, il n'y a aucune garantie sur ses effets à long terme. Je comprends. Mais docteur, toute vie est expérimentale. Chaque choix est un risque. Au moins cette fois, le risque est le mien. » Docteur Rivière sourit, et il y avait de l'approbation dans ses yeux. « Tu as toujours été déterminée, Ariane. Même quand tu étais adolescente et que tu luttais contre ton propre esprit. Alors vous allez m'aider? Oui, mais avec des conditions. D'abord, nous allons faire un examen médical complet pour nous assurer que vous êtes en état d'essayer cela. Deuxièmement, nous allons commencer par une dose réduite pour tester votre réaction. Troisièmement, vous resterez sous observation médicale pendant tout le processus. Combien de temps cela prendra-t-il? Si tout se passe bien, le traitement complet prendra 2 semaines. S'il y a des complications, il fit une pause. Eh bien, nous y ferons face quand ça arrivera. Pendant les 2 heures suivantes, Dr Rivière mena une batterie d'examens. Sang, urine, réflexe neurologique, test cognitif. Quand il eut terminé, il déclara qu'Ariane était en excellente condition physique et mentale pour tenter le traitement. « Quand voulez-vous commencer ?» demanda-t-il. « Maintenant. » Dr Rivière prépara la première dose, une fraction de la quantité qu'Hélène avait spécifiée. C'était un liquide clair et inodore qui semblait trop inoffensif pour porter tant de potentiel de changement. « Une dernière chance de changer d'avis, » dit-il, tenant la seringue. Ariane regarda Julien, qui acquiesça avec encouragement. « Je suis prête. » L'injection fut rapide et presque indolore. Pendant quelques minutes, Ariane ne sentit rien de différent. Puis, progressivement, elle commença à percevoir des changements subtils. Les couleurs semblaient plus vives, les sons plus clairs, comme si un filtre avait été retiré de ses sens. « Comment vous sentez-vous » demanda Dr Rivière. « Différente, plus présente. Des douleurs, vertiges, nausées, non, juste éveillée, comme si j'avais été partiellement endormi toute ma vie et que maintenant je me réveillais complètement. » Dr Rivière surveilla ses signes vitaux pendant 2 heures. Tout resta normal. La première dose avait été un succès. « Revenez demain pour la 2e dose, dit-il. Et Ariane? Soyez prudente dans les prochaines 24 heures. Nous ne savons pas comment le médicament peut affecter votre perception ou votre jugement. » Quand ils sortirent de la clinique, Ariane se sentait étrangement énergisée. Le monde semblait plus net, plus réel. Elle pouvait percevoir des détails qui passeraient normalement inaperçus. La texture exacte du béton sous ses pieds, la façon dont la lumière filtrait à travers les feuilles des arbres, les micro-expressions sur le visage de Julien. « Comment vous sentez-vous vraiment ?» demanda-t-il quand ils entrèrent dans la voiture. « Comme si j'avais gagné des super-pouvoirs subtils, » répondit-elle en riant. « Ou comme si j'avais porté des lunettes embuées toute ma vie et que j'avais enfin obtenu des lunettes avec la bonne correction. »« Vous êtes différente, » observa Julien, « plus intense. » Ariane se tourna pour le regarder, vraiment le regarder. Elle pouvait voir chaque fil doré dans ses yeux verts, chaque ligne d'inquiétude autour d'eux. Et plus que cela, elle pouvait sentir la profondeur de son inquiétude pour elle, comme une émanation physique. « Julien, oui, je vous aime.
Les mots sortirent sans planification, honnête et directe. C'était la première fois que l'un d'eux disait cela explicitement. Julien arrêta la voiture sur le bas-côté et se tourna vers elle. « Je vous aime aussi, depuis cette première nuit, quand vous êtes entré dans mon bureau comme si vous y apparteniez. Même en sachant qu'Hélène a orchestré notre rencontre, surtout en sachant cela. Parce que ce que je ressens pour vous ne peut pas être fabriqué ou manipulé. C'est trop réel, trop grand. » Ils s'embrassèrent là, sur le siège avant de la voiture, et Ariane eut l'impression que chaque cellule de son corps vibrait à une fréquence plus élevée. Le médicament avait intensifié non seulement ses sens, mais ses émotions. Quand ils se séparèrent, Julien tint son visage entre ses mains. Quoi qu'il arrive avec Mercier, avec le médicament, avec tout ça, je veux que vous sachiez que ce moment est réel. Nous sommes réels. Je sais, répondit Ariane, et c'est pourquoi je vais me battre pour protéger cela. Ils retournèrent chez Ariane pour analyser le contenu de la clé USB que Mathilde leur avait remise. Ce qu'ils trouvèrent était dévastateur. Hélène avait méticuleusement documenté le système de Dr Mercier. Contrats avec des entreprises pharmaceutiques étrangères, registres de transferts bancaires, emails détaillant la vente d'informations génétiques de patients français. Tout était là, organisé et catégorisé avec la précision scientifique caractéristique d'Hélène. Cela détruirait Mercier complètement, dit Julien, analysant un email particulièrement incriminant, et sauverait des centaines de patients qui ne savent même pas que leurs données ont été vendues. Que voulez-vous faire avec ces informations? Ariane réfléchit un moment, sentant la clarté mentale que le médicament lui avait procurée. Je veux les utiliser comme levier, pour récupérer ma mère. Et ensuite, je veux tout rendre public. Cela va créer un énorme scandale. Tant mieux. Mercier mérite plus qu'un scandale. Ils passèrent le reste de l'après-midi à planifier leur stratégie. D'abord, ils confronteraient Dr Mercier avec les preuves et exigeraient la libération immédiate de la mère d'Ariane. Ensuite, ils s'assureraient qu'elle puisse continuer le traitement sans interférence. Enfin, ils rendraient au public toutes les informations sur le système de vente de données. À 18 h, Julien appela Dr Mercier. « Nous devons parler », dit-il sans préambule. « Ce soir. » À propos de quoi? À propos d'Hélène. À propos des données de patients vendues illégalement. Et à propos de ce que vous avez vraiment fait la nuit où ma femme est morte. Il y eut un long silence. À l'autre bout de la ligne. « Où voulez-vous vous rencontrer ?»« Au laboratoire, à 21 h. Et docteur, venez seul. » Après avoir raccroché, Julien se tourna vers Ariane. Il va tenter quelque chose. Les hommes comme Mercier ne se rendent pas facilement. Je sais, mais nous ne fuirons plus. Devant lui. Vous êtes sûr de vouloir faire ça aujourd'hui, avec le médicament dans votre système? Ariane sentit une détermination de fer grandir en elle. Surtout avec le médicament dans mon système. Je ne me suis jamais sentie plus claire ou plus forte. À 20 h 30, ils arrivèrent au laboratoire. Le bâtiment était presque vide, seulement quelques gardes de sécurité et chercheurs travaillant sur des projets urgents. Dr Mercier les attendait dans son bureau, mais il n'était pas seul. Dr Pierre Aubert était assis dans l'un des fauteuils, avec deux hommes qu'Ariane ne reconnaissait pas. Des hommes imposants, qui ressemblaient plus à des gardes de sécurité qu'à des scientifiques. « Mademoiselle Dumont », Dr Mercier se leva quand ils entrèrent. « Quel plaisir de vous revoir. J'ai entendu dire que vous avez pris une décision. Très imprudente aujourd'hui. Comment savez-vous à propos du médicament? J'ai des gens qui vous observent depuis des semaines. Dr Rivière a été imprudent d'accepter de traiter une patiente avec un historique d'instabilité mentale. » Dr Aubert se pencha en avant. « En fait, mademoiselle Dumont, j'ai pris la liberté de préparer un ordre d'internement forcé, compte tenu de votre état mental altéré et du risque que vous représentez pour vous-même. »« Vous ne pouvez pas faire ça, » intervint Julien. « Nous pouvons et nous le ferons, » répondit calmement Dr Mercier. « À moins que vous ne soyez raisonnable. Que voulez-vous? Nous voulons que mademoiselle Dumont se soumette volontairement à des tests médicaux supervisés par notre équipe. Nous voulons un accès complet aux effets du médicament sur son système. Et nous voulons que vous oubliez tous les deux tout ce que vous pensez avoir découvert sur mes activités commerciales. » Ariane rit un son sans humour. « Vous voulez utiliser mon corps comme laboratoire pour étudier le médicament d'Hélène.
Le médicament qui peut révolutionner le traitement des maladies neurologiques? Oui. Et vous devriez vous sentir honoré de contribuer à l'avancement de la science.